Merci d'être venu. Avant de vous présenter la conférence, quelques informations pratiques. D'abord, la prochaine conférence, c'est le 23 février et elle parlera de la déforestation et de l'afforestation par quelqu'un qui est Patrick Coquillard, qui est un spécialiste de la question. Deuxième information, l'Assemblée générale. Notre Assemblée générale se tiendra le 1er avril, c'est vrai, hein, c'est pas une farce. J'invite tout le monde à y participer, tous ceux qui sont adhérents, bien sûr, et ceux qui ne sont pas adhérents à venir et à adhérer ce jour-là. Troisième information, et j'en aurai fini, nous avons peu de subventions, pas de subventions pratiquement, et donc chaque fois que nous faisons une conférence, nous faisons à la fin une collecte qui nous permet de payer la salle, de payer le vigile que nous avons grâce à qui permet la gratuité, le vigile. Hein. Et voilà. Et dernière chose, oui, n'oubliez pas de rallumer vos portables en sortant. C'est une forme d'implicite. Bon, maintenant revenons-en aux choses sérieuses. La dernière fois qu'Henri est venu, il nous a parlé des phénomènes paranormaux et il nous a donné un certain nombre d'explications scientifiques sur cette question. Ce soir, ces phénomènes paranormaux qui ouvrent à l'irrationnel la plupart du temps, ça ne s'arrange pas de ce côté-là. J'ai pris quelques statistiques. 16% des 11-24 ans en France pensent que la Terre est plate. 9% de toutes les populations confondues. Il y a 11 millions de personnes au Brésil et 15 millions comme ça aux USA. 27% en France pensent que l'évolution n'existe pas et que l'humanité a été créée il y a quelques 5 ou 6 000 ans. Et dans ce contexte, les thaumaturges dont nous allons parler ce soir avec Henri, ceux qui font des miracles, et leur histoire nous permettent de comprendre un peu mieux la situation actuelle, qui ne s'arrange pas elle non plus. Je vous lis un extrait de l'Opinion, du journal L'Opinion, de décembre 21. Je vous lis le passage, hein, c'est une petite parole. Un rôle de chef de l'État pleinement assumé selon ses proches collaborateurs, un chef de l'État, vous voyez de qui je veux parler. Le président de la République n'est pas un citoyen comme les autres, a déclaré un de ses collaborateurs. Parce qu'il est un chef de guerre, a confié un représentant de l'Élysée au journal. Emmanuel Macron serait avant tout là pour apporter un soutien physique et une présence thaumaturge. Étonnant, non? Eh bien, je crois que le discours d'Henri va nous permettre de donner une dimension historique à cette question et donc de faire que l'histoire, comme d'habitude, nous aide à comprendre le présent. Juste en complément de ce que disait Jean, 49% des 18-24 ans, c'est sorti en janvier là, hein, c'est le sondage dont il parlait, pensent que l'astrologie est une science. 49%. Donc, et à peu près 20% de mémoire, 20 ou 23% pensent que les pyramides d'Égypte ont été construites par les extraterrestres. Et c'est du récent, hein, je veux dire, c'est sorti en janvier. Donc là ce soir, si on peut couper, merci. Donc on va parler miracles et phénomènes surnaturels. Alors avant de démarrer, juste un point, parce que comme ça touche un petit peu par définition miracle, ce qui est religieux, je pense qu'il faut déjà bien mettre un petit peu grosso modo les pendules à l'heure, si on peut dire. Ça veut dire que dans ce qu'on va regarder, et de manière générale quand on parle de miracle, il n'est pas question de faire appel à la foi. La foi c'est une affaire individuelle, personnelle, d'accord ? Et elle n'a pas à intervenir au niveau d'un jugement qui est public, qui est quelque chose qui se partage. D'accord ? C'est deux choses vraiment différentes, deux domaines qui sont disjoints totalement. Alors évidemment, on a grosso modo deux types du public, je schématise, hein. Il y a les croyants, les non-croyants. Alors, si on prend les non-croyants, quand je dis non-croyants, c'est athée, agnostique, libre-penseur, etc. Il n'y a pas de problème, le problème de ce jugement ne se pose pas, puisque grosso modo, il n'y a pas de Dieu. Par contre, pour ceux qui sont croyants, au sens large, hein, chrétiens et autres, alors là, ça pose quand même un petit problème. Pourquoi ? Parce que le fait de déclarer un miracle,
ça revient quand même à commettre finalement un des 7 péchés capitaux, le plus important d'ailleurs, le péché d'orgueil. Pourquoi? Parce que ça revient à dire, à partir du moment où on observe un phénomène, on va dire ici, c'est la nature. Au-delà, c'est divin, c'est surnaturel, c'est le miracle. Donc ça veut dire que la personne qui revendique ça, eh bien, manifestement, est soi-disant capable de connaître toutes les lois de la nature et savoir ce qui s'arrête, et de déterminer ce qui est au-delà. Donc déjà, par définition, on voit que ça s'élimine d'entrée de jeu par principe même, parce que la personne qui est croyante, qui va s'intéresser, qui va déclarer le miracle, d'accord, ben, se met déjà en porte-à-faux par rapport, ben, ici je vous ai mis Saint Paul, l'Épître aux Romains, mais on peut prendre n'importe quelle partie, quoi. Donc ça, c'était pour bien démarrer, quoi, en quelque sorte, hein, pour que ce soit clair. Moi, je me situe dans la première partie, hein, pour que ce soit clair pour tout le monde, bien sûr. Donc finalement, je propose que finalement, on va se baser simplement, on va utiliser la devise classique en zététique, c'est-à-dire que le droit au rêve a cependant le devoir de vigilance. On a tous le droit de rêver, d'imaginer plein de trucs, les extraterrestres construisant les pyramides d'Égypte, etc., l'astrologie est une science, tout ce qu'on veut. Par contre, une fois qu'on veut l'affirmer, l'alléguer, ben à ce moment-là, il faut amener des preuves. Hein, la charge de la preuve appartenant à celui qui doit déclarer, bien à ce moment-là, il faut amener ça. Donc c'est une obligation, c'est pas juste un plaisir ou quoi, c'est une nécessité. Hein. Le droit au rêve, on a le droit de rêver, mais pour pendant le devoir de vigilance. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, en quelque sorte. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une petite balade autour du bassin méditerranéen, le Mare Nostrum, hein, des anciens. On ne va pas tout faire, mais c'est pour montrer que quel que soit, grosso modo, l'endroit où on se déplace, on a à peu près le même type de phénomène, souvent qui est revendiqué. Et puis, ben, étant donné qu'on est, nous, méditerranéens, moi je suis niçois, donc je suis ici, donc autant prendre des exemples qui soient de cette partie-là. Donc on va faire une petite balade, on va commencer par se déplacer, et on va faire un petit voyage dans le temps, on va un peu plus de 2000 ans en arrière, et on va en Égypte, on va à Alexandrie. Alexandrie, donc, avec tout ce qu'on peut imaginer comme foisonnement intellectuel et tout. Et il y avait un monsieur, Héron d'Alexandrie, donc un physicien, philosophe. Il n'y a pas de différence. Hein. Dans l'Antiquité, philosophe ou physicien, c'est pareil. C'est resté jusqu'à très longtemps, hein, parce que Newton, il écrivait la philosophie naturelle, pour parler de physique. Hein. Donc on voit que les deux vocables sont strictement équivalents dans l'Antiquité. Alors Héron d'Alexandrie, je vous présente ici un cheval en bronze, et quand le prêtre qui officie, il vient mettre une coupelle à la bouche, le cheval se met à boire. Et ensuite, deuxième miracle, entre guillemets, c'est que le prêtre prend une dague et il coupe le cou de l'animal, complètement. Hein, la dague, elle sort, elle rentre d'un côté, elle sort de l'autre. La tête de l'animal ne tombe pas, première surprise. Et deuxième surprise, c'est qu'on redonne à boire à l'animal, il peut toujours boire. Donc on a quelque chose d'assez extraordinaire. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a été déclenché, le mouvement est déclenché par le pivotement du gardien, en quelque sorte, qui est là. Quand on le pivote, le miracle commence à se produire. Alors on va regarder un petit peu. Héron d'Alexandrie, donc c'est un physicien qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Pneumatiques. C'est-à-dire c'est le cours de mécanique des fluides. Hein. Moi je faisais un cours de mécanique des fluides à la fac. Mais Héron d'Alexandrie faisait exactement la même chose à l'époque. Et donc on a ses écrits et il montre un petit peu ce qui était connu à son époque. Donc il a des inventions qu'il a découvertes lui, qu'il a fabriquées lui, mais il part aussi d'inventions qui sont plus anciennes. Malheureusement, il ne donne pas les origines, mais en tout cas, ça veut dire celles qu'on va voir maintenant. Je vais vous parler que de celle-là, il y en aurait plein hein, dans son ouvrage. C'est au moins 2000 ans, mais il y en a qui sont plus anciennes. Héron d'Alexandrie, c'est l'inventeur de la machine à vapeur, l'éolipile, hein, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une boule, une sphère, de l'eau à l'intérieur. Il y a des tubes qui sortent, qui sont coudés, style forme comme une croix gammée, quoi, en quelque sorte. On chauffe, donc l'eau s'évapore, ça sort par les tubes coudés, et hop, ça se met à tourner. Donc premier principe de machine, il y a plus de 10 000 ans. Donc on regarde ici un petit peu comment ça fonctionne. Bien, quand le prêtre fait pivoter la statue, ça met en coïncidence deux trous. Un trou d'un tube extérieur et d'un tube intérieur. Et ça fait passer de l'eau de ce compartiment dans ce compartiment. Donc l'eau s'écoule ici, en ayant tourné cette statue, et en descendant ici, évidemment, ça crée une aspiration. Il y a un tube qui passe par la patte du cheval, qui vient jusqu'ici, et donc quand le prêtre va mettre le bol, comme ça, eh bien le cheval va aspirer, enfin le cheval, c'est pas le cheval qui aspire, hein, évidemment, c'est le tube, c'est la dépression qui est créée ici par le passage de l'eau de cette partie dans celle-ci. La descente de l'eau ici crée l'aspiration qui est là-bas. Donc c'est assez étonnant
2000 ans. Mais le plus étonnant, c'est quand même quand le prêtre coupe la tête et que la tête ne tombe pas. Et le cheval continue à boire après, hein, n'oubliez pas. Donc regardez comment c'est fait. La partie qui est en bleu, c'est solidaire du corps du cheval. La glissière qui est ici, elle est solidaire de la tête. Donc, en 3 parties, quand le couteau passe, il coupe ici, passe dans une rainure, il fait pivoter cette partie dans la glissière. Donc on va se retrouver, le couteau arrive ici, il bute contre la glissière, il la pousse, donc il a fait tourner, elle tourne, le point 1 il vient ici, mais avant que le point 1 décroche, le point 3 attrape derrière. D'accord? Et le couteau sort, ce qui veut dire que tête et corps sont toujours en contact. Alors qu'on voit quelque chose qui coupe complètement, c'est toujours systématiquement en contact. Bon, c'est resimulé ici. Et ce qui est vraiment le petit plus, c'est le système du tuyau. Donc le cheval boit par l'aspiration. Ensuite, vous faites passer la dague. Donc la dague arrive ici, elle va buter sur cette partie A, qui va pivoter, qui va faire descendre. Vous voyez ici, vous avez comme un engrenage, vous avez les dents. Ça va descendre. Donc le couteau va pouvoir passer. Mais ça, en descendant, ça a fait monter la partie B. Elle a tourné dans ce sens. Et quand la lame arrive, comme vous le voyez là-bas, quand la lame arrive, elle va faire remonter le tube. Ça veut dire que c'est la dague qui, devant elle, fait descendre le tube et qui, en continuant à passer, remonte le tube derrière. Franchement, c'est assez extraordinaire. Bon, je passe, il y aurait d'autres choses absolument incroyables. Il y a la pompe aspirante et foulante, qu'on pense avoir découvert inventée au XVIIIe siècle. En fait, elle est déjà en Héron d'Alexandrie, il y a des fontaines solaires, il y a par exemple des lances à incendie qui sont avec de l'eau sous pression. Comme une pompe à vélo, une grosse sphère métallique, et puis on pompe, on met de l'air sous pression, ça met l'eau sous pression, et ça permet, c'est Héron d'Alexandrie qui explique, de projeter de l'eau jusqu'au 2e étage des maisons, avec tête pivotante pour l'orienter comme on veut, quoi. Franchement, c'est assez extraordinaire, donc je vous invite à ceux qui sont intéressés à lire Héron d'Alexandrie, c'est assez intéressant. Bon, mais on n'a pas le temps de trop s'approfondir. Voilà encore quelque chose de spécial qui est dû à Héron d'Alexandrie, qui l'explique. Donc vous avez un temple, divinité X, Y ou Z, hein, celle que vous préférez. Et puis donc là ça a été schématisé hein, par des étudiants qui ont travaillé au labo de zététique. Donc vous avez ici un autel. Le prêtre, bon imaginez, vous avez la foule, les fidèles et tout. Le prêtre vient, allume le feu sur l'autel. Et à ce moment-là, il se recule, il ne fait rien, aucune intervention donc d'un prêtre quel qu'il soit, et sans que personne ne touche, vous allez voir les portes qui vont s'ouvrir tout doucement. Des lampes s'allument, et vous avez la statue de la divinité. On peut passer au rite, on peut commencer à l'adoration, etc. C'est assez époustouflant. Tout est automatique en quelque sorte. Donc imaginez, hein, de la part des pèlerins qui sont là, pour eux c'est divin. Le prêtre éteint le feu, et vous avez deviné. Alors ce que Héron d'Alexandrie explique, et ce que les fidèles ne voyaient pas, c'est ce que vous allez voir maintenant. On va rendre transparent le sol du temple pour voir ce qu'il y a dans les caves, dans le sous-sol. Alors ici, l'autel, vous voyez, il est en contact direct par un tube avec cette sphère métallique qui contient de l'eau. Donc quand il y a le feu qui est mis au niveau de l'autel, évidemment, ça va chauffer, l'air va se dilater, ça va faire surpression sur l'eau qui va pouvoir passer depuis la sphère vers un vase. Voilà, l'autel, on allume le feu, métallique à l'intérieur pour que ça chauffe encore mieux. N'oubliez pas, ça coïncide avec ce qui est en dessous. On descend voir à la cave. Donc ici, vous avez de l'eau à l'intérieur. La pression va augmenter sur le dessus, parce que l'air se dilate. L'eau va, hop, elle passe par ici le siphon, en quelque sorte. Ça va remplir le vase, donc l'eau monte au niveau du vase. Donc le vase s'alourdit, la gravité joue, automatiquement ça va tirer. Vous voyez ici, poulie, corde qui se divise, ça s'enroule sur ces axes. Et ces axes ici qui traversent, ils correspondent ici, ce sont les axes des portes. Hein.
Ce qu'on a mis ici, c'est dessus, hein, c'était pour bien schématiser. L'intérêt, c'est qu'il y a aussi un contrepoids qui est là. Jolie petite astuce, c'est le contrepoids qui va faire que quand on va éteindre le feu sur l'autel, l'air va se refroidir, la pression va diminuer, et à ce moment-là, l'eau qui est dans le vase va être aspirée pour revenir passer dans la sphère qui, elle, va se re-remplir tout doucement. Donc on a un système automatique, ouverture, fermeture, qui fonctionne sans aucune intervention humaine, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il faut que les humains aient fait ça au sous-sol. Et Ron d'Alexandrie explique que tout est bien fignolé. Vous avez ici, au niveau des gonds, pour le pivot, vous avez des crapaudines. C'est comme des petits bols avec de l'huile à l'intérieur pour diminuer les frottements. Donc tout est vraiment bien calculé. Tout fonctionne de manière vraiment assez sympathique. Bon, je vais peut-être un peu vite, mais c'est pour quand même faire un tour un peu d'horizon complet. Là, on était à Alexandrie. Bon, on va faire un petit déplacement. Et on va se rendre en Grèce, à Corinthe. Alors, à Corinthe, je prends juste un exemple, il y aurait peut-être d'autres choses particulières, mais on se rend finalement au musée du Louvre, où il y a un vase, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, il y a celui-là, qui est assez particulier. Donc c'est un comaste, ça veut dire que c'est un guerrier chevelu. Et vous voyez qu'il est quand même un peu spécial. C'est un satyre qui tient un vase. Quand on le voit comme ça, bon, il paraît normal. Quand on le voit ici, on se dit, il n'est pas très sportif là. Donc ça fait quand même un petit peu curieux. Et puis en fait, ça permet de distribuer une boisson, supposons par exemple de l'alcool, hein, une boisson quelconque ici. Donc avec le vase, puisqu'il tient de vase, il fait une offrande. Mais vous prenez de l'alcool, ben c'est bien, ça diminue, mais il se trouve que vous n'êtes pas obligé de le voir diminuer. Vous pouvez prendre, et puis ben, il en reste. Ou c'est vidé, et après c'est re-rempli. Et ça se passe comment? Tout simplement, vous voyez ici, il y a un trou au niveau du crâne, et un trou ici au niveau du dos. Alors la statuette, elle n'a pas été découpée, mais elle a été radiographiée et tout. Et donc, grâce au musée du Louvre, j'ai pu avoir les renseignements. Et donc, c'est tout simplement le fait de libérer, d'ouvrir, de laisser passer l'air ou non. Vous faites passer le liquide qui est ici. Principe des vases communicants, hein. Ça, c'est un tore, c'est vide ici au centre. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas de contact. Mais en fait, toute cette partie-là, le rond ici, est creux. C'est comme si vous aviez pris un tube qui est recourbé. Et donc, vous avez un contact direct entre les deux parties. Donc, c'est juste des vases communicants. Ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est du 6e, 7e siècle en notre ère, quoi, hein. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, il y a d'autres vases, mais on avait cherché à Inadine quand on était allé là-bas. On avait trouvé que celui-là, il y avait un vase de Cantar aussi qui devait avoir à peu près le même système. Alors on va refaire un petit déplacement, et on va aller pas très loin. On va aller en Sicile. Et en Sicile, on va à Syracuse. Là, en faisant dans le temps, on se rapproche près de nous, on arrive au XXe siècle, ça couvre d'autres phénomènes miraculeux, mais on va prendre celui-là parce que c'est le plus caractéristique, et puis surtout c'est le seul qui a été reconnu officiellement. Parce qu'il y a beaucoup de statues qui pleurent, ou des trucs comme ça, la Vierge de Guadeloupe aussi, il y a une statue qui s'est mise à pleurer, là c'était des larmes d'huile. Mais bon, le seul cas qui a été, disons, répertorié officiellement et reconnu, c'est justement à Syracuse en 1953. Donc c'est une petite statue, hein, vous allez voir dans un extrait de film que j'ai mis. Donc c'est un couple qui avait cette statue et ils ont dit que, ben vous voyez, elle s'était mise à pleurer. Alors souvent dans les affirmations qui sont comme ça, on nous dit la statue a pleuré, soit des larmes normales, soit des larmes de sang, etc. Mais il n'y a jamais personne qui a enregistré le moment où ça se faisait. Sauf quelquefois, qu'on verra tout à l'heure dans un petit bout de film. Mais sinon c'est toujours au niveau du témoignage, quoi. Les idées fausses sur le monde. Nous avons tous nos idées fausses sur le monde. Les miracles les plus surprenants pourraient revêtir une certaine poésie s'ils ne servaient à abuser les foules. Comme ces statues que l'on voit pleurer et qui pourraient presque nous émouvoir. Celle-là, on la voit vraiment pleurer.
Concetta Lamanna du village de Drano était atteinte par la méningite. Elle a fait ce geste avec un coton imprégné des pleurs de la Vierge et maintenant son mari l'embrasse, guérie. Cette fillette de Priolo était boiteuse, miraculée elle aussi. De la petite maison d'Antonietta Giusto, l'image sainte est sortie dans la rue, qui maintenant ne suffit plus à contenir les pèlerins. En attendant, on distribue les morceaux de coton qui guériront aussi ceux qui ne peuvent être transportés, tandis que la statue est portée dans les bras de l'évêque vers l'édicule qu'on lui a érigé sur la place Euclide, où se pressent tous ceux qui sont venus prier la Sainte Mère de tous. Bon, c'est pour vous montrer que finalement c'est des revendications assez classiques. Il y en a souvent, je vous ai montré celui-là parce que c'est le cas qui a été reconnu. Civitavecchia, en 95, c'était une tête de Madone qui aurait saigné. Alors bon, juste à titre d'information, il y a eu une analyse du sang, et le problème c'est qu'il y a des marqueurs évidemment, et c'est du sang masculin. Donc pour la Vierge, ça commence à être un peu gênant. Donc voilà comment on peut faire le miracle. Il y a plusieurs techniques, hein, mais bon. La tête, il est creuse comme ça. Donc l'astuce, c'est simplement de faire un petit trou ici, d'injecter de l'eau, et donc de remplir la cavité. Une fois qu'on a l'eau à l'intérieur, par capillarité, l'eau va se répandre partout dans le plâtre, et ça va imbiber toute la statue. Comme la statue, elle est émaillée ou vernissée, mais émaillée c'est encore mieux, l'eau ne peut pas sortir. Donc l'eau s'est infiltrée partout par capillarité. Il suffit d'avoir gratté un petit peu l'émail au niveau de l'œil, de manière à avoir fait sauter l'émaillage superficiel externe. Ça va imbiber tout le plâtre et ça ne pourra ressortir qu'au niveau de l'œil. Ça va faire, à ce moment-là, il y a la tension superficielle qui va jouer, ça va former une petite bille et ça va faire une larme, tac, qui va couler, et on va voir la statue qui va se mettre à pleurer, tout simplement par capillarité et tension superficielle. Là, les statues sont pleines, l'intérêt c'est que vous pouvez secouer, vous n'entendez pas de liquide qui bouge. Hein. Voilà, donc pour montrer comment on peut faire, il y a différentes techniques. Vous pouvez utiliser du Rupson, hein, je ne veux pas faire de publicité, mais vous savez, les paquets qu'on utilise pour déshumidifier, pour récupérer l'humidité qu'il peut y avoir dans un recoin, KGB ou un truc comme ça. C'est moins bien, c'est mieux de faire tout le plâtre. C'est un peu compliqué parce qu'il faut imbiber pendant très longtemps. Celle-là, avant de la faire pleurer, il avait fallu 3 semaines. 3 semaines d'injection, parce qu'évidemment elle est pleine, donc on peut pas injecter d'un coup, il faut y aller vraiment à la pipette quasiment. C'est un peu long, mais après une fois que ça démarre, il n'y a pas de problème. Et c'est encore plus frappant que la partie que quand on fait Rupson ou autre technique. Donc vous pouvez prendre une statue comme celle-ci, mais c'est un poil plus compliqué, sinon vous prenez une statue qui est creuse à l'intérieur, au lieu de prendre une statue qui est pleine en plâtre, vous prenez une statue qui est creuse, et si elle est émaillée ou vernissée, là c'est l'idéal, juste on gratte au niveau des yeux, et là, comme elle est, il
y a un trou à l'intérieur en quelque sorte, là c'est vite rempli, vous faites un petit trou, vous mettez une grosse seringue, vous branchez sous le robinet, puis c'est bon, ça marche aussi bien. Hein, je veux dire. Franchement, c'est pas compliqué à faire. Celle de Syracuse, c'était comme ça, hein, elle était ouverte derrière, et c'est de l'eau qui a été mise derrière, quoi. Donc on va rester en Sicile, on va faire un petit déplacement, mais on retourne un peu dans le temps, on retourne dans l'Antiquité, et on va à l'îlot de Motier en Sicile. Donc c'est un îlot qui est un petit peu particulier. En fait c'était une cité, c'était un fort en quelque sorte, ça ne s'appelait pas un fort à l'époque, hein, mais c'était une colonie donc fortifiée, qui était fait par les Carthaginois, et donc c'était un truc de défense. Mais je l'ai mis ici parce que vous voyez c'est intéressant. Déjà, c'est rare de voir des charrettes marcher sur l'eau, on fait un trottinet comme ça sur l'eau et rouler sur l'eau. Et c'est dû justement au principe de cette forteresse, entre guillemets, c'est qu'il y a une voie donc, qui, à l'heure actuelle, est sous l'eau, enfin sous l'eau, 20 cm quoi, hein, mais donc qui à l'époque était comme vous l'avez ici sur le petit dessin. Et donc là, maintenant, ben, vous pouvez rouler. Si vous avez un 4x4 un peu surélevé, oui, sinon ben, les charrettes passent ainsi. Il y a un peu plus d'1,5 km, 1,6 km grosso modo pour aller jusqu'à Birgi, donc voilà. Mais c'est pas pour ça que je vous l'ai mis ici, c'était juste pour avoir une petite introduction pour vous montrer que des miracles, il y en a partout, parce que de voir des charrettes marcher sur les eaux, c'est rare quand même, hein, je veux dire. Donc il n'y a pas que dans la Bible qu'on voit la marche sur les eaux, quoi. Mais à Motier, donc cette statuette, elle a été trouvée en 71, il y a eu des fouilles par Whittaker, il a donné son nom d'ailleurs au petit musée qui est sur l'île, et c'est un peu la déesse de la fertilité, hein. J'ai mis point d'interrogation parce qu'on ne peut jamais être sûr, mais vous voyez comment, ici au niveau des seins, il y a deux ouvertures, la tête ici est ouverte, il y a un petit capuchon qu'on peut mettre, il suffit de remplir en liquide, de mettre ici des petits bouchons en cire, et puis ensuite de faire une cérémonie. Et quand on fait une cérémonie, évidemment, il faut honorer la divinité. Pour honorer la divinité, on met des cierges, on allume, etc. Donc ça fait un peu de chaleur, hein, par définition. La cire fond, et hop, à ce moment-là, il y a le lait qui se met à sortir. Ici, ça a été fait avec de l'eau. Hein. Mais je veux dire, voilà une des techniques qui pouvait être utilisée, donc il y a plus de 2500 ans. C'est daté et tout. Hein, Après, on ne sait pas exactement dans quel cadre ça pouvait servir, évidemment, puisque tout n'a pas été retrouvé in situ, quoi. On va continuer notre déplacement, on va rester en Italie, et on va aller à Naples. Je suppose que tout le monde se doute. Donc on arrive en Campanie, et là à Naples c'est un petit peu particulier. C'est, disons, la ville la plus réputée au point de vue miracle. On parlera d'une tout à l'heure, mais là la différence c'est que c'est grosso modo c'est le saint patron de la ville de Naples qui fait un miracle. Donc la réputation, la voici, c'est Saint Janvier, donc San Gennaro, qui est un saint qui a été décapité en l'an 305, dont soi-disant le sang aurait été conservé, c'est-à-dire ramassé directement vite sur la pierre, mis dans des ampoules, etc. Bon, ça c'est tout le baratin habituel, disons c'est la légende dorée qui est autour, mais en tout cas c'est attesté depuis le XIVe siècle. Donc autant il n'y a rien par rapport au 4e, l'an 305, etc. Mais depuis 1389, cette manifestation miraculeuse, elle est attestée, il y a des archives écrites. Hein. Donc le sang est conservé, le sang, on va voir ça entre guillemets pour le moment, est conservé dans deux ampoules, que vous voyez ici, et il y en a une qui présente un phénomène miraculeux, l'autre quasiment rien, elle n'a pas du tout la même forme, elle n'a pas la même surface, donc elle n'a pas le même... je vais un peu vite, mais les mêmes échanges avec l'extérieur, hein, comme on va voir la solution tout à l'heure. Donc ce sang est censé se liquéfier, c'est 3 fois par an, à des dates spécifiques. Le point le plus important, c'est le 19 septembre, puisque c'est la date anniversaire du martyre du saint. Et donc si le sang se liquéfie, c'est de bons présages pour la ville de Naples. Je sais pas, l'équipe va gagner le match de foot, etc. Et s'il ne se liquéfie pas, bah, ça veut dire que ça ne va pas très bien se passer, pas de bonnes nouvelles à l'horizon. Donc le sang, il est conservé dans la cathédrale, dans un coffre, un reliquaire. Donc là, c'est Vincenzo De Gregorio qui est le gardien. Donc c'est lui qui est chargé d'ouvrir et tout, on va le voir dans un petit bout de film que j'ai mis. Alors, le miracle de Saint-Janvier, c'est pas un miracle reconnu par l'Église. Hein? Parce que bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il n'y a pas de miracle reconnu par l'Église, contrairement à ce qu'on pense. Aucun.
les phénomènes extraordinaires, il y en a pas mal, on parle de phénomènes extraordinaires, mais un miracle est reconnu par l'évêque du diocèse. L'évêque du diocèse, c'est lui qui prend la décision de dire si c'est miraculeux ou non. Ça s'appelle un fusible, hein, c'est-à-dire si quelqu'un se trompe, c'est l'évêque, c'est pas... Ben oui, c'est manifestement pour ça que ça a été fait sous cette forme-là. Hein. Donc les miracles sont reconnus par l'évêque du lieu. Mais par contre, ça n'empêche pas, vous voyez ici le pape François, qui est passé donc, ici en mars 2015 à Naples. Donc j'ai mis en mars, vous voyez, mars je l'ai mis en italique et en gras, parce que c'est intéressant, parce qu'il est passé, c'est son pouvoir fabuleux qu'on remarque, parce que ici vous voyez que le sang il est liquide. Puisqu'il a penché la tête à l'ostensoir, et on voit bien que le niveau il est comme ceci. Or, mars, c'est pas une des dates de liquéfaction. D'accord? Donc ça veut dire que là, il s'est passé quelque chose. Soit il a dégagé un fluide particulier, le pape, il y a quelque chose de spécial. D'accord? C'est dommage qu'il n'ait pas fait remarquer à ce moment-là l'assistance et tout. Donc il y a 3 dates, hein. Donc c'est en mai, en septembre et en décembre, mais c'est septembre vraiment le point le plus fort. Donc j'ai mis ici un petit extrait de Nice Matin, le sang de Saint-Jean-Vesely-Kéfi. On vous dit les scientifiques sont perplexes. Alors vous voyez là, c'est les scientifiques qui sont perplexes, et ici c'est des scientifiques qui ont confirmé. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, les scientifiques et des scientifiques, hein, évidemment. Parce que si les D, c'est 1 sur 1 million, c'est vrai que ça ne fait pas foule, quoi. Mais le titre, par contre, c'est les scientifiques. Donc c'est pour montrer ce genre de petites astuces qui interviennent souvent dans les médias. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Lors d'un voyage à Naples, j'ai rapporté cette statuette qui célèbre un autre miracle fort intéressant. Celui-ci traverse le temps sans prendre de ride. Il survient 3 fois par an, à date fixe. Voyons ce qu'il en est. Dès le début de la matinée se multiplient dans les rues de Naples les statuettes de Saint-Janvier, son saint patron, que l'on porte à la cathédrale dans la chapelle du Trésor pour le miracle du sang. À la cathédrale de Naples, en septembre, se renouvelle le miracle du sang de Saint-Janvier, l'évêque de Bénévent qui fut décapité devant le juge Timothée. Quand le sang gicla, sa vieille nourrice, Eusébia, le recueillit dans 2 ampoules qui, conservées dans un coffre, sont montrées aux fidèles. Hypothèses avancées pour une explication naturelle se sont avérées insuffisantes. En cette année sainte, l'annonce du prodige est considérée de bon augure pour le monde catholique et pour Naples, qui se rassemble pour la bénédiction. Donc là, on voit le sang qui est figé quand il est sorti, et on va regarder un petit peu ce qui se passe ensuite pendant la procession. Là, le gardien met l'ostensoir au niveau de l'archevêque. Le sang est encore solide. Il
Il n'est pas encore liquide. On a mixé des images d'archives, des images qu'on a filmées nous, pour montrer que c'est toujours exactement la même cérémonie pile, quoi. Donc ça c'est le déroulement, vous voyez, donc comment ça se passe? Vous avez vu au début Vincenzo De Gregorio, il sort l'ostensoir, et puis vous avez remarqué qu'il y a de la foule quand même, hein. Donc il faut déjà bien se rendre compte que quand il y a l'église, il fait un petit peu comme en ce moment, hein, il ne fait pas très très chaud ou un truc comme ça, mais vous réunissez 10 personnes, 20, 100, 500, 1000, 1500 ou un truc comme ça, ben effectivement, la température commence quand même un petit peu à monter, hein. Gardez toujours ça quand même à l'esprit, quoi, hein. Donc la personne avec le chiffon blanc ici, comme il y a beaucoup de personnes, c'est que pour ceux du fond, se rendent compte quand le miracle a lieu. Donc c'est lui qui ajoute le mouchoir et le... C'est le cardinal archevêque qui officialise le miracle. Il met une petite heure, on ne sait pas pourquoi, mais bon, puisqu'on voit tout de suite quand c'est liquide, hein, puisque dès qu'il y a le mouvement. Donc là, c'est le cardinal de Naples, justement, et là, vous voyez, il tourne, et vous voyez qu'il a changé. Donc là, le sang, entre guillemets, est liquide, quoi. Le liquide qui est à l'intérieur de l'ampoule, disons, est liquide. Monseigneur Seppé est le cardinal de Naples. Comment il se liquéfie? Pourquoi il se liquéfie? Et comment il devient solide ensuite? Eh bien, ceci est la grande interrogation qui, encore aujourd'hui, persiste. Je sais que jusqu'à ce jour, avec tous les systèmes scientifiques les plus actuels, avec toutes les analyses qui ont été faites, etc., la science dit qu'elle ne réussit pas à expliquer scientifiquement ce phénomène. Bon, là, on a à peu près tout pour réaliser le miracle de Saint-Janvier. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas besoin d'avoir tout un staff et tout. Donc ce qui est revendiqué par le cardinal archevêque, c'est que c'est toujours pas expliqué, alors que ça fait très très longtemps que c'est expliqué. C'est dans le public depuis plus de 30 ans et tout, mais en réalité depuis dès le 19e, la recette était donnée. Ici c'est juste pour rendre hommage un peu à 3 collègues avec qui j'ai démarré. C'était en 82 où on avait fabriqué les premières petites ampoules, quoi. Et je vais vous montrer que c'est diffusé, même bon là c'était sur la RTBF. Pour rester dans le domaine des bizarreries, beaucoup de phénomènes étranges restent inexpliqués. Des manifestations étonnantes, des gens qui prétendent posséder des pouvoirs exceptionnels, on en trouve beaucoup. Certains même en vivent, pas toujours très honnêtement. Il ne faut pas croire que la science se désintéresse de ces phénomènes. Au contraire, des chercheurs les décortiquent pour essayer de les démonter et de les expliquer. Les dossiers de l'étrange, c'est un reportage de Benjamin Leupart.
ces reliques sont exhibées à la foule lors d'une procession au cours de laquelle un miracle doit se produire. Sous la ferveur des prières, le sang figé du saint patron doit se liquéfier et éviter ainsi qu'un fléau ne s'abatte sur la ville. Il faut dire que le Vésuve n'est pas loin, alors quand le miracle se produit. Mais quelle explication donner à ce phénomène? Miracle ou pas miracle? C'est pas la peine de faire appel au surnaturel. Il y a une recette chimique assez simple qui est donnée dans le dictionnaire Larousse du 19e siècle, qui est donnée également dans d'autres ouvrages, en particulier un ouvrage qui s'appelle Les sciences occultes de 1829, et qui consiste à prendre donc du spermacétie. Alors le spermacétie, vous en voyez ici, c'est du blanc de baleine ou de l'huile de cachalot qu'on trouve en pharmacie sans aucun problème, et puis de l'orcanette. L'orcanette, c'est l'Alcana tinctoria, c'est une plante qui a des racines qui ont un fort pouvoir colorant rouge. Donc la recette est assez simple, on prend les racines d'orcanette, on les broie fin, on les met dans un filtre, style filtre café, on fait passer dessus par exemple de l'éther sulfurique pour extraire le colorant, donc on a finalement un jus d'éther avec le colorant de l'orcanette, on prend le spermacétie, on le chauffe un petit peu, on mélange, et c'est un mélange qui a une particularité, c'est d'être figé à température 8, 9, 10 degrés, un petit peu la température de la crypte dans laquelle est conservée l'ampoule. Et puis après, en fonction bien de la température de la pièce dans laquelle les fidèles vont venir prier, la température va s'élever. C'est un petit peu comme si moi je tiens en main l'ampoule. Par la chaleur simplement dégagée des mains, on va voir ce qui s'appelle une transition de phase. C'est-à-dire que le produit qui était rigide va devenir, qui était solide, va devenir liquide très très lentement. Spectaculaire démonstration de ce qu'est la zététique. La zététique, c'est l'art du doute face à n'importe quel phénomène et la discipline qui consiste à soumettre ce phénomène à une méthodologie scrupuleusement scientifique. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans l'ampoule à Naples, c'est la recette chimique dont je viens de vous parler. Mais ça veut dire que le cardinal archevêque et disons, les responsables ecclésiastiques ne peuvent pas revendiquer un miracle, alors qu'on peut le refaire de manière naturelle, tout à fait identique, dans les mêmes conditions, avec les mêmes caractéristiques. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'eux nous passent l'ampoule, nous on la passe au spectro, et on voit tout de suite ce qu'il y a dedans. Ça, c'est une des facettes vraiment importantes de la zététique. L'alternative est féconde, c'est-à-dire à partir du moment où on peut refaire un phénomène miraculeux, extraordinaire, enfin ce qu'on veut, à partir du moment où on le fait dans les mêmes conditions, avec toutes les caractéristiques, alors nécessairement, on doit, c'est pas on peut, c'est on doit préférer l'hypothèse naturelle. C'est le principe de parcimonie des hypothèses. Ça veut dire l'hypothèse extraordinaire, elle n'est pas nécessairement fausse, mais elle ne sert à rien, elle est superflue, jusqu'à plus ample informé, puisqu'on peut expliquer le phénomène par quelque chose de tout à fait simple, de tout à fait naturel. Donc priorité à l'hypothèse la plus simple. Principe de parcimonie des hypothèses. Rasoir d'Occam, on l'appelle comme vous voulez, mais c'est toujours le même principe qui est utilisé. Alors j'ai pas pensé à vous dire, mais chaque fois que vous avez vu passer des petits bouts de films, c'est dans le cadre de Lazarus Mirage qu'on avait fait ça avec le réalisateur Patrick Jean. Vous pouvez les trouver sur le réseau. Sinon, vous tapez lazarus-mirage.fr. Vous arrivez sur un site avec Lazarus, personnage masqué, etc. Attention, vous entrez à vos risques et périls. Bon, il n'y a aucun ni risque ni péril. Vous entrez, c'est pour mettre dans l'ambiance, quoi. Il faut une ambiance un peu complotiste. Et vous avez les films, les vidéos. Il y a, je sais pas, il y a une vingtaine, une trentaine d'heures de films et de vidéos. Donc ces deux films-là, vous avez les deux versions. Vous avez la version française, censurée, et la version belge, non censurée. Donc c'est intéressant, parce que la version française qui a été diffusée à la télé, je ne sais plus si c'était France 5 ou France 4, eh bien 5, donc sur France 5, donc le personnage Lazarus a disparu. Donc c'est dommage parce que c'est lui qui a expliqué la méthode scientifique sur chacun des exemples qu'on traitait. Par contre, si vous regardez le film de la RTBF, qu'on ne pouvait pas voir depuis la France, c'était un blocage. Là, si vous allez sur le site, on a mis les deux versions. Dans la version de la RTBF, ben là, vous avez le personnage qui explique, comme vous avez pu le voir dans les quelques extraits que j'ai mis là. Donc ça aussi, c'est intéressant de le savoir, de voir la différence pour un film donné entre la diffusion, disons, en Belgique, la diffusion à l'étranger et la diffusion en France. Donc voilà, le principe, il est tout simple, hein, c'est racine d'orcanette, et ici, spermacétie. Bon, maintenant, souvent, dans les pharmacies, c'est du synthétique. Hein,
Mais je veux dire, ça marche aussi bien. On peut faire avec pas mal d'autres choses. Hein. J'ai des étudiants zététiques qui ont testé avec du shampoing, avec du monoï. Bon. Le principe, c'est de trouver quelque chose qui va rester grosso modo figé à une température 10, 12, 13, quelque chose comme ça, et qui, dès qu'on va arriver à 18 ou 20, un truc comme ça, va transiter un changement de phase, quoi, tout simplement. Bon, voilà, c'est assez simple. Là, j'ai mis celle-là et j'ai utilisé celle-là parce que l'intérêt, c'est qu'elle était justement dans des ouvrages du 19e. L'intérêt, c'est qu'on la trouve dans le dictionnaire de Pierre Larousse du 19e siècle, la recette, mais qu'on ne la trouve plus dans le Larousse du 20e et du 21e. Ça, c'est quand même assez incroyable, hein, je veux dire... Bon, comme quoi il y a de l'information qui se perd. Après, c'est peut-être pas par hasard qu'elle se perd, mais ça c'est notre problème. Hein, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte de ça. Juste au passage, par exemple, je pense tout à fait à autre chose. Par exemple, le pluridictionnaire Larousse 1984, j'ai tout ça bien en tête parce que je prépare pour une autre intervention. Eh bien, vous prenez le mot zodiaque et vous avez zone de la sphère céleste qui contient les 12 constellations que le Soleil parcourt. Larousse 1984. Vous prenez Larousse 1985, mais en 15 volumes, que vous payez évidemment beaucoup plus cher que le petit Larousse. Et à ce moment-là, quand vous allez à la Zodiac, on vous dit les zones qui contiennent les 13 constellations que le Soleil parcourt. Et elles sont données, et il y a aussi évidemment Ophiuchus, donc le Serpentaire. Donc ce qui est fou, c'est que c'est la même maison d'édition, et si vous avez le petit Larousse, que vous ne payez pas très cher, vous avez un certain type d'informations, 12 constellations zodiacales, et si vous prenez le gros de la même maison d'édition, les 15 volumes, dictionnaire encyclopédique, à ce moment-là, vous apprenez qu'il y en a 13. Quoi. Donc franchement, c'est assez étonnant de voir quand on cherche à vérifier l'information, finalement, même pour une maison donnée comme Larousse, il faut regarder plusieurs séquences, plusieurs productions de cette maison d'édition. Ça vaut pour Larousse, ça vaut pour d'autres. Moi j'aime bien Larousse, hein, cela dit. La preuve, c'est que comme ça que je m'en suis aperçu, c'est parce que je les ai. Donc c'est une bonne maison d'édition, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Mais pendant l'été, l'ampoule ça devrait être normalement. Mais personne ne va la voir. Personne ne va la voir. Il y a des collègues italiens qui ont donné une autre hypothèse. Elle n'est pas de eux, elle datait de 50 ans avant qu'ils en parlent, mais elle était même du 19e siècle. Il disait que c'est pas à la chaleur que ça se passe, c'est prouvé que c'est à la chaleur. Mais il disait c'est pas à la chaleur, ils ont fait un article, enfin une lettre à la revue Nature, et ils ont dit que c'était ce qu'on appelle la thixotropie, c'est-à-dire en secouant. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est sensible. Il y a des argiles comme ça, qu'on donne même pour les enfants des fois pour jouer, hein. C'est-à-dire vous remuez et hop, ça se liquéfie. Et donc ils ont fait un mélange. C'est un collègue que vous avez vu à un moment dans le film, qui fait en Italie une statue qui saigne, et donc il a fait ça, ils ont publié, ils ont dit c'est pas la chaleur, c'est la thixotropie, c'est le fait de secouer. Ben non, c'est pas le fait de secouer, et il y a eu une expérience très simple qui a été faite par qui? Par Vincenzo De Gregorio, c'est le gardien. Comme il avait entendu parler de l'hypothèse, donc c'était des Italiens hein, qui ont fait cette hypothèse, je ne sais pas si je l'ai dit, donc lui il est italien, il était au courant, il a sorti le reliquaire, il a secoué, et on peut secouer tant qu'on veut, il n'y a rien, il nous a bien défini, il nous a bien dit quand on a fait le film, que c'est la chaleur qui va intervenir et c'est pas le fait de secouer. Et la chaleur, elle intervient comment? Elle intervient tout simplement parce que vous allez avoir les fidèles qui viennent, qui prient. Alors, quand il y a eu le Covid et tout, il n'y avait plus trop de bises qui étaient faites sur l'ostensoir. Sinon, une des parties du rite, c'était justement le cardinal archevêque qui tient l'ostensoir. Donc vous avez vu, c'est protégé par un verre. Et les gens viennent et font un baiser sur l'ostensoir, sur le verre. Donc évidemment, la température elle monte quand même un petit peu. Hein. Après, il y a eu d'autres périodes où il y a eu éruption du Vésuve, 30 jours d'éruption, 30 jours de liquéfaction. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ça, mais la corrélation, elle y est. S'il n'y a pas la causalité, c'est sûr que quand la température bouge, ça bouge. Cela dit, le fait de secouer, ça peut aider à accélérer le processus, évidemment, parce qu'on crée le mélange. Donc on met une partie... une plus grande quantité qui vient toucher la vitre dehors, et c'est là que les échanges thermiques se font. C'est pour ça certainement aussi que ça marche bien dans l'ampoule qui est large, aplatie, et pas dans la petite qui est fine, qui offre une surface beaucoup plus petite d'échange avec l'extérieur. Donc on voit bien que c'est pas un problème de mouvement. Du coup j'ai perdu le fil, donc on va rester en Italie, on va quand même se déplacer encore un petit peu, et on va aller près d'Imola, voilà c'est ça. Donc on est à Étrurie.
Et on va regarder un petit peu quelque chose de particulier. Donc c'est un vase qui est daté du IVe siècle, avant notre ère, donc 2400 ans. Alors c'est un vase un petit peu particulier, il s'appelle le vase magique, il est conservé au musée Allard Pierson, c'est le musée d'archéologie de l'université d'Amsterdam. Et donc c'est un vase un peu particulier, pourquoi? Parce que c'est un vase qui va permettre de, par exemple, de vous servir, vous arrivez avec le vase, vous servez de l'eau, et puis vous allez un peu plus loin, et vous servez quelqu'un, et vous servez du vin. 400 ans dans les doses de canard, juste comme ça, pour information, quoi. Donc c'est assez intéressant. Alors, on va regarder un petit peu. L'intérêt, ça a été que ensuite il y a eu un deuxième vase qui est finalement même époque, même endroit, même atelier, parce que c'est vraiment le même style, la même fabrication. Et lui, il est conservé à Boston, aux États-Unis. Mais vous voyez, c'est le même type de vase. Donc, on vous dit que c'est un riton à astuce, trick. Donc, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Pareil, c'est même époque et tout. Et c'est quasiment calibré, donc ça sort du même atelier de fabrication. Et en fait, à Amsterdam, il a été radiographié et ouvert. Je vais vous montrer après. À Boston, il a été radiographié, mais pas ouvert, pas découpé, quoi. Et donc, vous voyez, il est constitué, en fait, c'est deux vases. C'est un vase extérieur, si on peut dire, un vase intérieur. Et puis, on peut mettre en communication cette partie B, parce que cette partie B, elle est là, mais ça vient aussi vers vous et derrière l'écran, hein, d'accord? Et vous avez ici, on peut, en plaçant les doigts, on peut boucher les trous ou laisser passer l'air. On peut boucher ou déboucher. Donc, laisser arriver l'air ou non. Et c'est ça qui va permettre de faire des variations de pression, de laisser agir la pression ou non. Pareil sur celui-là. Bon, là, on voit un petit peu moins bien, mais vous allez le voir sur la partie découpée. Donc ça, c'est le vase du musée Pierson, donc qui a été vraiment bien découpé. Vous voyez ça, c'est le vase intérieur. Alors évidemment, c'est noir mat hein, à l'intérieur, c'est-à-dire si vous regardez le vase vu de dessus, on ne peut pas voir, on ne peut pas se rendre compte qu'il y a les deux parties, hein, cette partie-là et non. Et vous avez des petits trous ici au niveau, c'est-à-dire qu'en prenant comme ceci, on peut en même temps boucher ou déboucher. Donc à la limite, rien ne coule, ou on fait couler un liquide, ou on fait couler l'autre, on fait couler un mélange des deux, en fonction de quelle partie on laisse passer. C'est vraiment assez intéressant comme technique. Bon, je vais un peu vite, hein, on reviendra au cas où dans des questions où ça vous intéresse, mais c'est pour montrer un petit peu les différentes techniques. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on fait un gros saut là, hein, temporel, on fait 24 siècles, et on reste quasiment au même endroit. Ça, c'est un vase qui vient de Chiaven. Alors, Chiaven, c'est province de Sondrio, mais il a été fabriqué à Imola, en Émilie-Romagne. Donc, on est dans l'Étrurie. On reste dans l'endroit classique de fabrication. Et vous voyez, ça, c'est donc 20e siècle. Il y en a encore, je suis sûr, au 21e. Hein. Si on va dans le coin, on pourra en trouver. Et vous voyez, ce qui est intéressant, il est marqué « Bevi se puoi ». Ça veut dire « bois si tu peux ». Alors, bon, on vous met du vin rouge à l'intérieur, un gros rouge hein, qui tache bien. Rouge, et puis on vous dit bah, il faut boire. Alors effectivement, si vous buvez, vous allez avoir des problèmes parce que vous avez remarqué, le col il est tout ouvert. Alors bon, et puis on se rend compte que finalement, ah ouais, mais là, on voit que finalement il y a un trou, ça c'est quand même un peu gros, le rebord. Ah, donc vous prenez le pichet, vous aspirez et vous vous mettez tout dessus. Parce que pour que ça marche, il faut être dans l'astuce, il faut placer les doigts là où il faut. C'est exactement le même système. On est à 24 siècles d'intervalle, mais suivant les vases, celui-là, il y en a un. Celui-là, je l'ai chez moi. Hein. Donc ici, vous avez un petit trou, et quand on prend, il ne faut pas le saisir comme ceci, il faut le saisir par le dessus en mettant le doigt pour boucher le trou. Pour pouvoir aspirer. À ce moment-là, on aspire et il n'y a aucun problème. Le liquide, il monte, on n'a pas besoin d'incliner le pichet, le vase. Ça, je trouve ça assez extraordinaire qu'à plusieurs siècles comme ça d'intervalle, à plus de 2000 ans d'intervalle, dans la même région, on a gardé le même principe des vases magiques. Quoi. Alors, on va se déplacer maintenant, on vient en France, on va faire juste un petit passage en France. Hein. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste.
Bon, ça va, je suis à peu près dans les délais. On n'est pas loin de la fin, qui sera un poil plus longue. Il y a encore 2 heures, mais ça ira. Donc, Arsurtech, c'est devenu célèbre depuis, disons, qu'il y a eu une émission de TF1, Mystère, qui a consacré tout un large pan d'un de ses numéros à ce village, disons, non pas pour l'abbatiale qu'il y a, qui est vraiment assez joli, donc c'est dans les Pyrénées-Orientales, vous voyez, c'est vraiment assez chouette, mais qui a consacré finalement quelque chose au sarcophage antique qui s'appelle la Sainte Tombe. Et cette tombe, elle est réputée pour, comment on pourrait dire, produire de l'eau évidemment qui est censée avoir des pouvoirs et tout, donc miraculeuse entre guillemets, hein. Donc c'est un sarcophage, oui, si on veut. Alors, vous voyez, il est monté ici, il est en marbre, hein. C'est du marbre, donc daté grosso modo 4e siècle, point d'interrogation, hein, on ne sait pas trop. Il est monté ici sur des taquets de marbre qui sont dessous, donc il n'y a pas de contact avec le sol. Il ne peut pas y avoir d'astuce. Ça, ils sont pleins, ça a même été soulevé, hein, donc il n'y a pas d'amener avec l'extérieur, parce que sinon on aurait pu supposer une tuyauterie à l'aéron d'Alexandrie, hein, qui amène. Et ce sarcophage, grosso modo, il produit à peu près 200 litres d'eau par an. D'accord? Donc c'est quand même assez étonnant. Donc je vous passe les détails. Bon, ici, vous voyez, il y a un gisant, mais le gisant n'a rien à voir avec le sarcophage, hein, il est beaucoup plus récent. Donc le sarcophage, lui, 1,90 m, 50 à 65, presque 70, c'est un peu fluctuant, hein, en fonction de la taille du marbre, et une hauteur de 70 cm. Et en fait, donc, ce sarcophage, il est vraiment réputé pour cette eau que personne ne peut, soi-disant, personne ne peut expliquer la provenance. Donc c'est connu depuis longtemps, je vous mets juste deux petits extraits ici. Donc c'est le journal le Midi Libre, c'est pour montrer la technique d'extraction de l'eau sans enlever le couvercle de fermeture du sarcophage. Ici, je n'ai pas trouvé la référence, mais c'était certainement des pèlerins belges qui étaient venus. Et donc, vous voyez ici le système, ben on le voit pareil ici. C'est comme une petite pompe à vélo, d'accord, mais c'est le système inversé. Quand vous tirez, ben ça aspire, donc il crée une dépression et ça aspire l'eau. Il y a le petit tube ici, là, en cuivre, comme ça, il rentre à l'intérieur. Donc, en pompant ici, hop, ça fait monter. Et après, c'est juste un siphon, et là, il place une petite bouteille. Et il donne de l'eau pour les gens qui viennent, il donnait, parce que maintenant ça ne se fait plus trop, de l'eau pour les gens qui viennent. Voilà, c'est pour montrer un petit peu, 200 litres par an. Et c'est réputé être miraculeux, donc il y a eu pas mal de choses qui ont été dites là-dessus. Il y a des parapsychologues qui s'en sont emparés, qui ont garanti que c'était miraculeux, que ça ne pouvait pas être autre chose, etc. En fait, c'est expliqué depuis 1961. C'est expliqué même un petit peu un poil avant, mais ça a été publié en 1961. C'est 3 hydrogéologues qui ont mené des enquêtes et qui ont fait avec des moyens simples, mais vraiment bien, méthode zététique, quoi, si on peut dire. Hein. C'est fait scotch et bout de ficelle, mais ça marche très très bien. Bon, ils ont testé, ils ont mesuré l'humidité, ils ont mesuré la pluie, ils ont bâché le sarcophage, etc. Ils ont fait différentes variations, ils ont fait changer des paramètres pour voir qu'est-ce que c'est qui pouvait expliquer cette apparition d'eau miraculeuse. Alors, j'ai synthétisé ici sur un graphique pour qu'on voit un petit peu. Donc, ils ont travaillé, c'était en 61 essentiellement, en avril. Donc, vous avez ici, ce que j'ai mis ici dans les carrés blancs, c'est la pluie qui tombe, la hauteur de pluie. En additionnant, hein, si on a 10 mm un jour, 3 mm le lendemain, on met 10, puis on met 13, etc. On fait ça. Ensuite, ici, ce que j'ai mis en bleu, c'est le niveau d'eau mesuré dans le sarcophage. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir, rien, on fait pareil. On fait passer un vase communicant, on fait passer un truc, on aspire et puis on regarde la hauteur d'eau. On mesure sans aucun problème. Donc vous avez ici des carrés blancs, j'ai mis des pointillés parce qu'il y en a une soixantaine. Hein. Donc il y a eu 60 jours sans arrivée d'eau, 60 jours sans pluie. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un lien automatique, mais je l'ai mis ici, j'ai pas mis les 60 parce que c'était trop gros, mais je les ai mis et j'insiste là-dessus parce qu'il y a des grands parapsychologues qui ont voulu faire des calculs, et ils ont fait des calculs que sur les parties comme ça. Alors, il faut faire des calculs sur toutes les mesures, évidemment, hein, parce que si vous, j'en sais rien, si vous regardez, vous calculez
comment on pourrait dire, la taille moyenne des joueurs de basket. Vous prenez une équipe de basket et puis vous enlevez les plus grands ou les plus petits, disons dans ce cas-là, vous enlevez les plus petits, vous gardez que les 5 plus grands, et vous faites la taille moyenne, vous allez trouver, ils font 2,04 m par exemple. Ah oui, c'est bien, hein, sauf qu'il y avait T. Parker, lui, il ne faisait pas cette taille, mais vous l'avez enlevé avant. Donc là, c'est pareil, quand on fait des calculs, il faut prendre tout en compte. Donc les calculs doivent se faire sur la totalité, sur ces 60 points de mesure, plus le reste. Alors pour comprendre un petit peu comment on peut corréler les deux, eh bien grosso modo c'est la technique du pifomètre. On ne sait pas trop. Maintenant, bon, on a des moyens informatiques pour le faire beaucoup plus vite. Mais sinon, on veut essayer de voir s'il y a une corrélation entre l'eau dans le sarcophage et puis l'eau de pluie. D'accord? Parce que la première idée qu'on peut avoir, c'est de se dire, ben, peut-être c'est la pluie qui va pénétrer au niveau du sarcophage. Donc ici, ça c'est le niveau d'eau dans le sarcophage, et le blanc, c'est la pluie. Donc on prend les points bleus, et on se dit, si c'est la pluie qui pénètre, il faut un certain temps de pénétration. D'accord? Ça veut dire que la valeur que vous avez, par exemple, au vers avril, pour l'eau dans le sarcophage, elle doit provenir de la pluie qui est tombée des jours avant. D'accord? Donc vous essayez 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous décalez. Et puis on se dit, évidemment, il suffit de regarder, la pluie tombe, il y a aussi de l'eau qui s'évacue, qui s'en va, hein, qui coule sur le toit du sarcophage. Donc il faut multiplier par un certain facteur pour savoir quel est grosso modo le pourcentage qui est capté. Donc on fait différents essais et il se trouve que si on recule les valeurs de 5 jours et qu'on les multiplie par 3,3, eh bien je prends les points que j'ai mis en bleu ici, je les recule de 5 jours, c'est-à-dire cette valeur qui était le 23, je viens la mettre le 18 et je la multiplie par 3,3. D'accord? Ça donne les points qui sont en rouge. Et là, il n'y a pas besoin d'être grand sorcier, on s'aperçoit, tout cela évidemment, ils restent identiques à eux-mêmes, hein, parce qu'on a 0 là, hein, donc les points rouges sont dessus. On voit que la courbe en rouge correspond assez bien à la quantité d'eau de pluie qui est tombée. D'accord? Ça montre qu'il y a une corrélation très très forte. Ça veut dire ici, la conclusion, elle est relativement limpide, c'est le cas de le dire, d'accord? C'est que c'est l'eau de pluie qui remplit le sarcophage, qui met un certain temps de traversée, grosso modo 5 jours. Ça, il y a eu des tests qui ont été faits, hein, avec, ils prenaient une petite pipette et puis ils ont mis, je ne détaille pas ce qu'ont fait les hydrogéologues, mais tout a été bien mesuré. Évidemment, ça dépend d'un endroit à l'autre du sarcophage. Et la quantité, grosso modo, c'est 1/3, quoi. C'est tout le reste, 2/3 qui ruisselle, 1/3 qui, grosso modo, est capté. Ça dépend de la force de la pluie, hein, si c'est une pluie très, très dense ou non. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que en 2001, il y a eu des analyses, alors là, beaucoup mieux équipées, hein, parce qu'il y a 40 ans d'intervalle, avec des collègues du CNRS. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un ouvrage qui s'appelle « À la poursuite des fontaines aériennes », c'est-à-dire la capacité de capter de l'eau dans l'air, en quelque sorte. C'est aux éditions Bookie Book, hein, donc les éditions de la zététique. Et Daniel Bessens, c'est un collègue du CNRS, un directeur de recherche au CNRS, c'est lui qui a fait ces mesures-là, et ça a bien confirmé. Alors là, il y avait tous les étalons de mesure. L'eau de pluie, 90%, et la condensation, 10%. La condensation, c'est le fait que vous prenez un chaudron, vous le laissez dehors quand il y a un peu d'humidité ou un truc comme ça, avec le matin, hop, ça condense, et vous allez vous trouver quelques gouttelettes, ou 1 cm ou 2 cm d'eau. Ça dépend de la quantité du point de rosée qu'il y avait à ce moment-là. Donc on a l'explication en direct de ce soi-disant sarcophage miraculeux de l'eau qui se remplissait. Contrairement à ce que disaient les parapsychologues, il n'y a rien, il n'y a pas de haut vent qui le protège, il est vraiment à l'air libre. Donc maintenant, dernier petit point qu'on va regarder, et là c'est vrai qu'on va faire un voyage quand même un petit peu long, donc on part en Palestine, ou soi-disant en Palestine, et puis on va faire une grande navette. On va venir en France, on fait plusieurs déplacements en France, on passe par Nice au XVIe siècle, hein, 1536-1543, donc bravo Nice, et puis on va terminer où? Ben, on va terminer à Turin, donc c'est pas très loin d'ici, hein. Et donc on va regarder, tout le monde se doute, quand on a dit Turin, on va parler du Saint-Suaire de Turin. Donc petit résumé rapide, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une toile de l'air qui fait un peu plus de 4 mètres, hein, 4 mètres 30 sur 1 mètre 10, et qui a la double image d'un homme. Donc ici, la face ventrale, le visage, les 2 yeux, le nez et la bouche, on ne voit pas grand-chose, hein, ne vous en faites pas, moi non plus, d'ici je ne vois pas grand-chose. Les bras qui se croisent ici, comme ça, et les jambes qui descendent. Et ici, ça c'est pas l'arrière de la tête, hein, c'est une tache d'eau, c'est une auréole, parce que
Bon, en 1532, il y a eu un incendie à Chambéry, le reliquaire a fondu, donc tout a été aspergé. Donc c'est les traces d'eau. La tête arrière démarre ici, donc les épaules, ici, les jambes et les pieds. Et les pieds, le dessous des pieds. Ça, c'est assez marrant parce que je ne sais pas si vous voyez comment vous arrivez à mettre le dessous des pieds en même temps le mollet. C'est assez balèze de réussir une impression comme ça. Bon. C'est miraculeux, ouais, on est bien d'accord. Donc, ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est le fait que quand on fait une photo, et qu'on regarde le négatif de cette photo, bien à ce moment-là, ça paraît... Ce que vous voyez ici, ça, c'est ce qui est ici. Alors, là, il faut pencher pour être dans le bon sens, mais vous voyez, là, on ne voit pas grand-chose. Pourtant, il y a la même quantité d'informations que là, quoi. Sauf que là, c'est beaucoup plus réaliste pour nous. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est en tonalité inversée. Quand on regarde un visage, je me mets ici, et puis vous voyez mon visage, ben, effectivement, il y a plus de lumière sur l'arête du nez que ce que peut y avoir au niveau des yeux au fond des orbites. D'accord? C'est comme ça qu'on est habitué à percevoir les visages. D'accord? Donc, quand on est dans ce cas-là, tonalité inversée, c'est vraiment difficile. Mais avec tonalité inversée, ça n'a rien à voir avec un négatif photographique. Hein. Il y en a qui ont dit que ça, c'était un négatif photographique. Non, non, il n'y a pas de négatif photographique. Hein. On va le voir, il date du XIVe siècle. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les négatifs. Mais par contre, si on fait une inversion, ça devient beaucoup plus prégnant pour nous, au point de vue capacité de détecter l'image, le contenu de l'image. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut en dire très très rapidement, très très schématiquement. Alors, première question, est-ce que c'est vraiment un mystère? Parce que c'est toujours présenté comme ça à l'heure actuelle. Il y a encore un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit que c'est vraiment le mystère total, etc. Bon, rien de bien particulier, ça a été démystifié dès l'origine, au XIVe siècle. Et le mieux, c'est que ça a été démystifié par un évêque. C'est l'évêque de Troyes qui avait mené une enquête. Le résultat a même été confirmé par le pape Clément VII. Je vais vous montrer un petit bout après. Donc on parle aussi des pollens. Les pollens, c'est une... bon, je vais faire simple, c'est Max Frey qui a publié ça. Il n'a jamais montré les photos qu'il avait fait soi-disant sur le suaire. Ces photos, c'est des pollens de référence qu'il a pris dans des catalogues, quoi. Donc, grosso modo, c'est une publication bidon, pour être clair. La monnaie sur les yeux, il n'y a pas de monnaie sur les yeux, il n'y a jamais eu de coutume, même à cette époque-là, d'avoir les monnaies sur les yeux. Les gars, ils ont fait un déplacement, c'était la coutume de pièces de monnaie sur les yeux, c'est en Russie au XIXe siècle. Ils ont pris un texte qui concernait la Russie au XIXe siècle, et soi-disant, ils l'ont replacé en Palestine au début de notre ère. Bon, le sang, pareil, ça, il y en a même qui disent qu'ils ont trouvé l'ADN, etc. Grosso modo, on va pouvoir cloner Jésus, quoi. On va pouvoir en refaire un. L'effet 3D, bon, pareil, l'effet 3D, il y a un effet 3D, c'est sûr, je vais vous montrer après. Effectivement, il y a un contenu 3D, mais ce n'est pas le contenu 3D de corps humain. Et tout est actuellement expliqué, contrairement à ce qui est dit souvent dans les médias. Hein. Donc, mais est-ce que c'est un mystère? Non, il est démystifié depuis l'origine par l'Église elle-même. Je vous montre un petit document. On oublie que l'Église donc, qui, je rappelle, au XIVe siècle, c'est la première à avoir démystifié le linge, qu'on appelle maintenant le linceul de Turin. Hein. Le tout étant confirmé par le pape, avec les bulles papales de janvier 1390. Dans le souci d'écarter tout danger d'idolâtrie, nous ordonnons ce qui suit. Chaque fois que la dite représentation sera montrée au peuple, le doyen et les ecclésiastiques ne pourront revêtir ni aube, ni aucun vêtement liturgique. Celui qui fera ostension devra avertir à haute et intelligible voix que la dite figure n'est pas le vrai suaire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'elle est une peinture ou un tableau du suaire. Bulle du pape Clément VII, le 6 janvier 1390. Donc là, c'est vraiment clair. Hein. Pas d'habit liturgique et déclaré à haute et intelligible voix qu'il s'agit d'une représentation, d'accord, du linceul, de ce qui aurait été le linceul du Christ. Donc, est-ce vraiment mystère? On vient de voir que non, finalement, c'est démystifié dès l'origine au XIVe. De quand il date? Je viens de vous le dire, c'est le XIVe. Et là, non seulement on a la preuve historique, on vient de le voir avec non seulement la lettre de l'évêque qui écrit au pape pour dénoncer la mystification, l'escroquerie même.
c'est vraiment le terme exact, parce qu'il explique, bon, j'ai pas le temps de vous détailler, mais dans sa lettre, l'évêque explique que des mendiants, je cite de mémoire, des mendiants ont été loués pour se prétendre guéris. D'accord ? Et il y a des médaillons, évidemment, qui sont vendus. Donc c'est clairement, c'est une exploitation commerciale qui est faite. Hein. C'est un objet manufacturé qui a été fait pour attirer les foules. Et c'est ce que l'évêque de Troyes explique dans sa lettre au pape, et c'est entériné par la réponse du pape, qui justement dit je laisse les ostensions, mais on ne les met pas officiellement, en quelque sorte. D'accord ? Bon, il faut dire qu'il y avait un lien de parenté entre le pape et puis le propriétaire du suaire. Donc c'est clair que c'est peut-être pour ça que les ostensions ont pu continuer. Et comme il y avait quand même la lettre de l'évêque, eh bien du coup il y a eu le fait de dire on ne peut pas dire qu'il s'agit de vrai suaire, il faut haute, intelligible voix, etc. Dire qu'il s'agit d'une peinture. Bon, donc de quand il date, 14e siècle. Ah oui, je n'ai pas pensé à vous dire, il y a la preuve, preuve historique et puis preuve physique. Donc le lin a été daté. Alors le lin, la plante, hein, le lin, la plante, qui a servi à faire le lin, le tissu de lin, sur lequel l'image a été donc imprimée, entre guillemets, on verra après. Eh bien, le lin, c'est 1325, plus ou moins 65 ans. Donc, on est plein pile. D'accord ? Donc, confirmation, preuve historique et preuve physique. Alors, Cocorico, hein, où c'est qu'il a été élaboré, c'est donc en Champagne, à Liré, c'est toujours attesté par la même lettre, la longue lettre. Alors bon, c'est un peu dommage que finalement on le laisse à Turin. Surtout je dis on le laisse, mais si on veut être précis, c'est un cas de recel. Puisque, oui, il y a eu procès et tout à l'époque, les chanoines de Liré ont cherché à le récupérer parce qu'il leur a été piqué. Et de fil en aiguille, il est parti, il est allé à la maison de Savoie. Et il s'est retrouvé à Turin, mais il s'est retrouvé, c'était en 83, dans son testament, le roi d'Italie en a fait don à l'église, donc au pape. Mais il se trouve que c'est un objet qui a été volé en France, c'est-à-dire que normalement, il devrait être à Liré en Champagne. Juste pour information, quand il y a une ostension du linceul de Turin à Turin, c'est grosso modo 5 à 6 millions de pèlerins qui viennent voir. Si vous les mettez à 300-400 € pour l'hôtel, le repas, etc., vous voyez un petit peu ce que ça draine pour la région. Donc imaginez si c'était en Champagne à Liré, c'est vrai que finalement, bon, voilà, il y a eu procès, tout ça, il y a les actes qui sont connus, mais l'objet n'a jamais été rendu. Et ce qui devait être payé en échange, parce que les chanoines avaient accepté, n'a jamais été payé. Donc à l'heure actuelle, c'est toujours l'objet d'un vol. Alors à l'instigation de qui il a été élaboré, et alors là, c'est vraiment un travail de Paul-Éric Blanc-Rue, qui a vraiment trouvé en remontant les archives. C'est Robert de Caillac, c'est-à-dire c'est le doyen de la collégiale. Donc il était doyen de 1353 à 1358, et le suaire, il a certainement été fait 1356-1357. On peut hésiter un petit peu sur les mois, grosso modo, où il est apparu, mais comme il y a des morts, il y a la mort du chevalier et tout, lui il n'avait jamais revendiqué et tout, donc grosso modo avec ça on arrive à situer, et donc c'est le commanditaire le plus probable, donc c'était le doyen de la collégiale de l'époque. Avec quel produit? Ben, il se trouve, ça on le sait aussi, parce qu'il y a Walter Macron il est décédé, un micro-analyste qui était dans une équipe, c'était le STURP, c'était l'équipe de recherche sur le suaire de Turin, où ils étaient quasiment tous, lui inclus, pour l'authenticité du suaire. D'accord ? Et ils ont été autorisés à faire des prélèvements, des échantillons, grosso modo mettre du scotch, si vous voulez, en différents endroits. Et c'est à Macron que tous les échantillons ont été donnés. Ce qui vous montre bien que tout le groupe de croyants à l'authenticité du suaire était vraiment d'accord que c'était lui le meilleur analyste du coin pour pouvoir faire. Et il a fait, il se trouve qu'il n'a pas trouvé ce que tout le monde espérait, lui inclus. Et il a dit, c'est tout des pigments d'artistes. Donc il a trouvé de ocre rouge, vermillon et du collagène. Bon, il y a aussi des traces de jaune, d'arsenic, d'azurite, enfin, pas mal de trucs qui sont dans les ateliers d'artistes, quoi, hein, grosso modo. Donc, on sait que c'est pas vraiment un mystère, on sait de quand il date, on sait où c'est qu'il a été élaboré, on sait grosso modo qui l'a commandé, on connaît les produits qui ont servi à le faire, et reste comment il a été fait. Puisque c'est toujours dit que c'est pas fait de main d'homme. Alors, il se trouve que là, l'évêque, dans la lettre, il explique, il dit qu'il a découvert comment le dit-linge avait été astucieusement peint, une œuvre due au talent d'un homme et non point par grâce divine. Donc je vais vous remontrer.
Donc c'est la BNF que vous avez vu tout à l'heure et où on avait filmé pour voir la bulle du pape. Donc là, c'est Henri de Poitiers qui avait fait donc l'enquête. Après avoir déployé une grande diligence dans son enquête, a découvert la fraude et comment le dealer avait été astucieusement peint, etc. La vérité attestée par l'artiste et que c'était l'œuvre donc due au talent d'un homme et non point miraculeusement forgé. Ok, c'est bien, mais et comment le dealer avait été astucieusement peint? Le problème, c'est que dans ce courrier, il ne dit pas comment. Il dit qu'il a trouvé comment ça a été fait, mais il n'explique pas. Donc du coup, là, on est uniquement au domaine des hypothèses. Hein, on sait que c'est du 14e, on sait qui l'a fait, on sait à quel endroit il a été élaboré, etc. Le problème, c'est comment il a été fait, la hypothèse. Alors, l'hypothèse la plus probable, la plus simple, toujours pareil, principe de parcimonie des hypothèses, et qui rend compte de toutes les caractéristiques du suaire, hein, l'effet 3D, etc., c'est d'utiliser de l'ocre rouge. Pourquoi? Parce que c'est ce que Macron a retrouvé dessus, du collagène, ici c'est la colle d'os que j'utilise, d'accord, pour faire le liant. Il faut utiliser, tant qu'à faire un petit mortier, pour rendre la poudre le plus fin. Si la poudre est très très fine, presque ça adhère tout seul, ça tient très très bien. Alors le contenu 3D dont on parle souvent, eh bien, il se trouve que le contenu 3D qui a été reconstitué, c'est le contenu d'un bas-relief. Alors il y a une publication, il y a trois physiciens américains qui avaient fait une publication où ils revendiquaient donc d'avoir trouvé la surface d'un corps humain. Donc vous voyez avec l'épaisseur que ça peut avoir. Et il se trouve que quand on lit bien tranquillement leur publication, on s'aperçoit qu'ils ont modifié le zéro, ils ont modifié les résultats. Ça peut pas être, je veux dire, c'est pas inconscient, hein, on modifie pas les zéros, surtout que la modification, elle n'est pas aléatoire, c'est pas n'importe quoi, c'est qu'ils ont introduit dans leur mesure au départ la forme d'un corps, et après ils disent, ça y est, on a trouvé la forme d'un corps. Ouais, sauf que c'est ce qu'ils ont mis au départ dans leur appareil, en quelque sorte. Le plan de référence, le plan 0, pour ceux qui sont intéressés, je peux vous donner les références et tout, c'est prouvé, c'est mathématique, hein, j'ai refait les calculs et tout, c'est clair et net, c'est un bas-relief qui est à l'intérieur, c'est pas du tout un relief de corps. Donc ça a été fait, si ça a été fait cette technique-là, c'est avec un bas-relief. C'est sûr, ce linge n'a jamais contenu un corps. Parce qu'il y a des collègues qui disent, ok, du Moyen-Âge, ok, c'est un faux, ce qui ne peut pas être le cas, il ne peut pas y avoir un faux, parce que pour que ce soit un faux, il faudrait déjà démontrer qu'il y a eu un vrai, d'accord? Et pour le moment, personne n'a démontré qu'il y a eu un vrai suaire de Turin, un vrai suaire du Christ, en quelque sorte, hein, d'accord? Donc c'est pas un faux, ça c'est sûr. On sait qu'il est du Moyen-Âge, et des collègues disent il a été fait avec un homme, un condamné, etc., un gars qu'on a crucifié, etc. Non, c'est sûr, c'est pas ça. Parce que si vous prenez un linge, quel qu'il soit, et que vous l'appliquez sur le corps de quelqu'un, ben, faites l'expérience chez vous, vous mettez, j'en sais rien, du talc ou de la farine sur la figure, et puis, ou de la cendre, ça serait encore mieux, ça fait plus joli, et puis vous mettez un drap dessus, vous tapotez un petit peu, quand après vous allez regarder un plat, vous allez avoir un visage comme ça, une oreille là, et l'autre oreille, c'est Mickey, quoi, je veux dire. Parce que de là à là, vous voyez la longueur qu'il y a. Donc c'est une certitude, il n'y a jamais eu de corps humain à l'intérieur de ce linge. Ok ? Donc c'est un bas-relief. Et ça, c'est démontré par les études, justement, par l'analyse de reconstitution du relief contenu dans le suaire. Alors vous allez voir là, une technique de fabrication, la plus simple à mon avis et la plus probable, donc qui utilise tout simplement un bas-relief. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est un bas-relief qu'il y avait. L'information tridimensionnelle qui est dans le suaire, c'est une information de 2 à 3 cm. Jésus était plat comme une galette, c'est une certitude expérimentale. Donc, une toile de lin, et puis ensuite de la colle d'os, vous pouvez prendre un colle de poisson ou un truc comme ça, hein, et puis de l'ocre rouge. Donc voilà le bas-relief dont je vous ai parlé. Donc pourquoi on utilise un bas-relief? Tout simplement parce que l'analyse qui a été faite de l'intensité de l'image sur le suaire de Turin a montré que c'était effectivement un bas-relief de 3 à 4 cm qui était contenu à l'intérieur. Il n'y a jamais eu de corps, contrairement à ce que certains supposent, même au Moyen-Âge. Ce n'est pas une personne réelle qui a été mise pour faire un suaire, non, c'est un bas-relief de quelques centimètres de haut. Et donc là, on va regarder une technique qui est la technique la plus probable pour reproduire le suaire de Turin avec toutes ses caractéristiques. Donc on prend une toile de lin qu'on humidifie, et ensuite on la place sur le bas-relief, et ensuite simplement avec les mains, on cherche à lui faire épouser le mieux possible le bas-relief qui est dessous. Et évidemment, on va avoir forcément quelques plis qui vont se faire, exactement comme on observe sur
sur le suaire de Turin. Ça s'adapte très bien en fait, hein, les doigts à la forme. Donc là c'est l'ocre rouge. Pourquoi on prend de l'ocre rouge? Parce que c'est le pigment qui a été retrouvé par les analyses de Macron sur le suaire, exactement comme le collagène. Donc là c'est le collagène, la colle d'os. Je la laisse un peu se refroidir pour un peu se solidifier. Vous pouvez taper en fermant les yeux au hasard complet. Hein. Je laisse plus de pigment, plus de colorant aux endroits qui sont en relief qu'aux endroits qui sont en creux. Voilà, là on a l'objet quasiment fini, l'image. Donc j'enlève le linge. Et voici l'image que l'on obtient. Mais quand on fait une inversion, hein, c'est juste pour montrer qu'on le perçoit encore un petit peu mieux. Alors des suaires comme ça, bon, j'en ai fait plein, il n'y a pas de problème, ça tient bien, on peut les laver, on peut... ça fonctionne. Hein. Moi, il y en a plusieurs que j'ai mis avec des punaises sur les volets pour les mettre au soleil pendant, je sais pas, 6 mois ou un truc comme ça. Et on pourrait presque en faire quasiment sans presque aucun colorant. Parce que le suaire de Turin, à l'heure actuelle, l'image, elle est sépia, elle est très très faible, tout simplement parce que bon... Il a quand même quelques siècles, il a reçu de l'eau puisqu'il y a eu 2 incendies prouvés et certainement un troisième, un peu avant celui de Chambéry. Donc il a subi quand même des outrages, mais ça donne vraiment quelque chose de bien... C'est comme un jeans bien délavé, hein. Finalement c'est exactement le même principe. Donc à partir du moment où vous faites bien l'image, en tapant au hasard, vous allez laisser plus de pigments sur l'arête du nez qu'ailleurs, là où c'est creux. Et bien de toute manière, les pigments petit à petit partent au lavage, mais évidemment, là où il y en a plus, ben, il en restera forcément plus que les endroits où il y en avait moins, etc. Et puis l'action extérieure de la lumière et du soleil, s'il est à l'extérieur, va finalement déshydrater la cellulose. Évidemment, elle se déshydrate moins à l'endroit où il y a les pigments qui ont été placés. Vous prenez n'importe quel linge, et puis vous prenez, j'en sais rien moi, du poivre, et puis avec le poivre, vous dessinez, je sais pas, la tête de Mickey, vous laissez comme ça, à condition qu'il n'y ait pas de vent, hein, pour pas que le poivre s'envole, vous laissez comme ça au soleil pendant, je sais pas, 1 semaine, s'il y a un soleil plein pot, après vous enlevez le poivre, vous avez Mickey qui reste directement sur le linge, hein. Il n'y a rien de particulier, c'est une déshydratation des fibres du tissu qui sont utilisées, quoi. Alors ça commence la recette commence quand même à être connue, donc là vous avez une BD, donc... de Éric Liberge, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, qui est sur le suaire, hein, c'est 3 tomes sur le suaire. Alors je vous signale au passage, hein, pour ceux qui sont intéressés, que Gérard Mordillat il viendra donc ici dans ce même amphi, donc aux Amis de la Liberté le 23 mars, il présentera un bouquin qui vient juste de sortir, enfin qui est sorti l'an dernier, en octobre je crois, donc sur le Ecce Homo, c'est un roman du suaire, donc c'est la vie du suaire romancée, comme quand il avait fait la série Corpus Christi. Donc grosso modo ça se déroule en 3 parties, comme dans la BD, hein, il y a trois périodes, la période Christ, la période 14e siècle, et puis la période actuelle. Alors vous voyez, il a mis un ecclésiastique, donc pour montrer comment le suaire se fabrique, mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça montre que l'information elle est passée. Bon, il se trouve qu'avec Gérard Mordillat et puis Jérôme Prieur, on avait fait un scénario, il y a vraiment longtemps, hein, il y a plus de 30 ans, à la louche, et qui s'appelait Corpus Christi, qui était pour un film, justement, sur le suaire, qui montrait que le suaire datait du Moyen-Âge, etc. Mais on avait fait un scénario du style film à la Indiana Jones, quoi, un truc un peu... qui remue un peu, mais bon, il n'y a aucun promoteur qui a voulu prendre le film, et c'est ça qui a donné après Corpus Christi, la série qui a été faite pour la télé, mais c'est dommage, c'est toujours resté dans un tiroir le côté film, mais grosso modo, les 3 tomes là, de la BD qu'ils ont fait avec Éric Liberge, ben, ça reprend exactement le même scénario, le même défilement. Alors, bon, malgré ça, juste un petit détail qui reste. Bon, là c'est Nispatin, je le mets ici juste pour cette petite partie, parce que bon, on sait que c'est démystifié, mais bon, c'est toujours utilisé, bien sûr, hein, il y a des ostensions qui se font, etc. Bon, après, il y a la partie commerciale qui intervient. Mais quelque chose qui est souvent présenté, chaque fois qu'on le voit, il est mis de cette manière-là, vous voyez, de manière horizontale, un peu comme je vous l'ai présenté exprès. Au début, évidemment, on présentait horizontalement.
Et donc ici, pareil, c'est une copie hein, qui a été donc présentée à la tour Bélande. Et donc c'est pour montrer un petit peu cette présentation qui est faite et qui est quand même un petit peu spéciale. Et pourquoi? Parce que je vous rappelle que ici, il y a un gap, hein, il y a un petit problème. Hein, les deux têtes ne se touchent pas, quoi. Donc avec cette présentation en plus horizontale, il est difficile de comprendre quelque chose. Surtout que, bon, dans les BD, ici je vous en montre une, je ne prends pas celle dont on vient de parler, que je vous montrerai après, et vous avez donc le suaire tel qu'il aurait été présenté donc, dans la collégiale de Lirey à l'époque, donc, et puis les gens qui venaient, moyennant finance, hein, puisqu'il fallait payer le petit médaillon, qui venaient donc le voir, l'admirer et prier devant. Donc il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi cette image, elle est... Alors la question qui peut se poser, c'est la curieuse distance qui existe entre la face ventrale et la face dorsale. Donc là on voit bien la distance, le gap entre les deux. Alors que manifestement, si on enveloppe quelqu'un dans un linge, on l'enveloppe comme ceci, on doit avoir l'image ventrale, puis les cheveux, puis la nuque, puis le dos. On doit avoir une continuité totale de l'image. Or là, on a une discontinuité. Donc apparemment, difficile à expliquer. Difficile à expliquer parce que la plupart du temps, le suaire, il est montré comme ceci. Les évêques qui le tiennent, les ostensions différentes qui ont eu lieu, il est quasiment tout le temps présenté horizontalement. Alors qu'à mon avis, ce n'est pas sa position, disons, d'origine. Je pense que le suaire devait être présenté plié en deux, verticalement. Verticalement, donc ce qui permet d'expliquer pourquoi on a l'espace entre la face avant et la face arrière. C'est certainement pour pouvoir faire quelque chose, par exemple, hein, ce qu'on pourrait appeler le hissage du suaire. C'était des techniques utilisées à l'époque déjà avec, par exemple, des voiles, un voile de la Sainte Vierge, etc. Donc imaginez la situation, vous êtes dans l'église de Lirey, dans la collégiale, et puis vous avez quelque chose comme ceci qui se lève. Et donc là, vous avez l'avantage de pouvoir le voir soit d'un côté, soit de l'autre, et les deux images étant donc effectivement bien à la même hauteur, grâce au décalage qui a été introduit. Donc c'est à mon avis ce qui explique le mieux cet espace justement qui est entre les deux images, parce que sinon je pense que le gars qui a conçu ça au Moyen-Âge, il aurait bien pensé à faire une image continue, se disant que si on met un voile, automatiquement l'image devrait être continue. Mais pour le présenter un petit peu comme il a des chances d'avoir été présenté en situation, eh bien manifestement, en le mettant en vertical, à ce moment-là, il y a la nécessité qu'il y ait un décalage entre les deux images, parce qu'il faut bien mettre quelque chose ici pour pouvoir le monter. Mais imaginez un petit peu l'impression que ça devait faire. On vous parle de résurrection, et puis à ce moment, vous voyez un voile qui se lève comme ça, et vous voyez le Christ se lever. Franchement, ça devait avoir de la gueule, hein, si on peut parler comme ça. Ça devait être assez sympa, quoi. Oui. Alors, on va voir que dans les BD, donc là, c'était la BD de Laurent Bidault de 2003. Maintenant, si on regarde un peu celle de Mordillat, Prieur et Liberge, ben, vous voyez qu'il y a quand même une différence, parce que là, il est présenté, disons, avec le hissage qui est vraiment, disons, l'hypothèse la plus probable, vu la forme qui a été donnée, et ça, c'est peu vraisemblable. Bon, voilà, on a fait une petite balade. J'ai essayé d'aller assez vite, de traiter quand même quelques exemples pour montrer un petit peu les techniques qui étaient utilisées même depuis l'Antiquité. Juste quelques mots donc pour finir, qui vont se mettre tout seuls. Et je pense que manifestement, on voit que depuis l'Antiquité, on a toutes les astuces qu'il faut pour faire des phénomènes un petit peu dans le sens qu'on veut. Et donc voilà, avant de dire que c'est une création divine, peut-être que on pourrait au moins regarder ce que l'homme est capable de faire. Hein. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous avez le site du laboratoire, de l'ex-laboratoire à l'université de Nice, unis.fr/zététique. Je vous invite à y aller vite, parce que d'ici quelques jours ou quelques semaines, il aura disparu, parce qu'on s'est fait vider de la fac. L'enseignement a été supprimé il y a 2 ans, il y avait 5 collègues. Moi, je suis parti à la retraite, il y avait 4 collègues qui continuaient l'enseignement de zététique. Il a été supprimé sans qu'ils soient prévenus, sans que des raisons leur soient données. On a fait un courrier. Moi aussi, même en tant que retraité, et comme c'était moi le créateur de l'enseignement, j'ai quand même signalé que c'était quand même un peu curieux. À une époque où on a vraiment besoin du développement de l'esprit critique. L'enseignement a sauté. Et là, le centre d'analyse zététique, c'est-à-dire c'est l'émanation qui est le relais du laboratoire,
eh bien, on vient de se faire vider, il n'y a pas d'autre mot, sans aucune proposition de relogement, en disant qu'ils avaient besoin de locaux, ce qui est peut-être vrai, ok, mais bon, il se trouve qu'il y a quand même peut-être des locaux qui étaient, de petits locaux nous suffisaient. C'était surtout notre bibliothèque, on a une bibliothèque de plusieurs milliers de bouquins et de documents, qui était à disposition des étudiants et des collègues enseignants, hein, qui s'intéressaient à ces problèmes-là. Donc voilà, donc je vous invite à aller vite. Bon, nous on va reconstituer le centre d'analyse zététique. On va faire un site, d'accord? Le problème, c'est qu'il faudra le temps qu'on le fasse, comme on n'est pas informaticien. Donc, si vous voulez pas mal de documents, allez tout de suite sur le site du labo, il y a plein de choses. Vous avez vu tout à l'heure Lazarus Mirage. Donc, vous écrivez lazarus-mirage.fr, et là, vous tombez sur le nouveau site de Lazarus, où vous avez beaucoup d'infos, mais c'est toute l'info qu'on a mis pour les films Lazarus, et vous aurez, je vous ai dit, les 2 versions, française et belge, et plein d'autres vidéos. Il y a des interviews de scientifiques, il y a, je sais pas, allez, à la louche, il doit y avoir une quinzaine d'heures d'interviews de scientifiques, et après il y a des vidéos qu'on a faites sur différents sujets, et il doit y avoir encore une vingtaine d'heures au total. Vous avez 40 à 50 heures à la louche de vidéos. Si vous voulez des ouvrages justement de zététique, hein, l'éditeur de zététique c'est Book eBook, donc Book eBook, donc ils font des livres papier et des livres électroniques, donc les livres sont dans les deux versions. Et si vous voulez nous rejoindre, eh bien c'est centre d'analyse zététique à gmail.com, centre.analyse.zététique, sans accent. Et voilà, si vous avez des questions à nous poser, des trucs que vous voulez faire, ou des idées d'expérience, ou quoi que ce soit, on est partant, je suis à votre disposition si vous avez des questions, et si on peut remettre un poil de lumière. Merci. Je suis un peu déçu parce que je croyais que tu allais nous transformer le plan en or et je vois que c'est pas possible. C'est dommage, mais... Juste avant de laisser la parole à la salle, je voulais préciser que le 23 mars, effectivement, il y aura la conférence, après la présentation du roman de Gérard Audiat, mais que ce sera au cours d'un entretien avec Henri, probablement. Tu me l'apprends, hein? Non, tu m'avais dit voilà, peut-être, oui, donc oui. C'est volontiers. Je vous passe la parole. Quelle est l'origine du mot zététique? Alors zététique, ça vient du... C'est pas moi qui ai inventé le vocable, hein, parce que des fois c'est ce qu'on entend dire. Non, non, pas du tout. C'est un vieux vocable qui date de Pyrrhon, hein, donc de l'Antiquité, et ça vient du grec zétein, qui veut dire chercher. Donc c'est le strict équivalent finalement de méthode scientifique, de la méthode scientifique. C'est pas une discipline, c'est une méthode. D'accord? Et nous on dit zététicien maintenant. Le vrai mot qu'il faudrait dire normalement, mais que personne n'utilise, c'est zétète, qu'on trouve par exemple dans les vieux dictionnaires. Mais zététicien, ça colle mieux avec physicien, comme on était tous physiciens au départ. Voilà. D'autres questions? Ah, je crois qu'on va avoir. Je voulais vous lire un extrait des mémoires du général Thiebaud, mais je me suis trompé de lunettes. Mais je vais vous donner mes références. Alors le général Thiebaud, c'est pas n'importe qui. Il faisait partie de l'armée de la Révolution française qui a occupé le royaume de Naples en 1799. Ce royaume a eu la mauvaise idée de déclarer la guerre à la France et la guerre, ils l'ont perdue. Et du coup, l'armée française, commandée par le général MacDonald, s'installe à Naples et aide les patriotes locaux à créer la République de Naples, la République par des topéennes du nom de Naples de l'Antiquité. Mais ça n'a pas plu à Saint-Janvier. Et en décembre, eh bien, le sang s'est pas liquéfié. Du coup, au mois de mai, hein, la seconde séance, l'atmosphère est assez tendue dans la cathédrale. Tout l'état-major de l'armée française est là avec le gouvernement républicain. Et on attend la liquéfaction, parce que sinon, comme vous l'avez dit, c'est un très mauvais présage. Et rien ne se passe, et ça commence à murmurer. Il faut expliquer quand même que Naples avait été conquis par les Français, oui, et que donc la population était montée pour être contre les Français. Relativement hostile. C'est important, oui. Et là, l'ambiance était assez tendue. Et là, il y a le général Thiebaud raconte, le directeur, le président du directoire qui dirige la République de Naples, s'avance, il sort un revolver de son gilet, le présente sur le flanc du cardinal,
en lui disant, d'une voix affectée, c'est écrit dans le bouquin, si le sang ne se liquéfie pas, vous êtes mort. Le malheureux cardinal tremble, est incapable de faire quoi que ce soit, c'est son vicaire qui prend l'ampoule dans les mains, et conclut le général Thiebaut, et le miracle fut. Alors, ces mémoires ont été publiées par Plon en 1894, et l'extrait, je le tirais des cahiers d'histoire de l'Institut Maurice Thorez de 1994. Donc, ce bouquin, vous pouvez le voir à la bibliothèque, enfin le voir. Il est à la Bibliothèque nationale. Il y a plusieurs versions de la version la plus classique, c'est le général Championnet, justement, qui dirigeait les troupes qui occupaient Naples. Et il ne met pas le revolver, mais il appelle son aide de camp, et il lui dit, tu vas voir le prêtre qui officie, et si dans les 5 minutes le miracle n'a pas lieu, je fais bombarder la ville, parce que les troupes françaises avaient entouré la ville. Donc c'est un classique, quoi, mais c'est vrai qu'on voit bien que finalement, c'est un miracle qui est utilisé, quoi. Hein. Alors je voulais juste poser une question avec Cyril, on se disait, mais à Naples, qui était dans le coup vraiment? Parce qu'il y a des gens, quand tu vois, ils ont l'air sincères quand même, ils ont l'air d'attendre, mais qui était vraiment dans le coup, dans la confidence? Est-ce que c'était à leur insu ou est-ce qu'il y avait 1, 2, 3, 10 personnes qui savaient et les autres, franchement, ils n'étaient pas au courant? Franchement, je ne sais pas très bien, Stéphane. Hein, je pense que toutes les personnes qu'on voit sont de bonne foi et tout. Même Vincenzo De Gregor, il n'y a pas de problème, il est de bonne foi et tout. Au niveau du cardinal archevêque, là, ça commence déjà peut-être à être un poil différent. Bon, parce qu'il a un comportement un peu jésuite, finalement. Quand vous voyez l'interview, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il commence il bouge que par certains moments, c'est quand il est en train de dire quelque chose où manifestement, on a l'impression qu'il sait que c'est faux, quoi. Alors que je pense que les gens qui viennent, il n'y a pas de problème. Après, même si des gens connaissent des hypothèses, parce qu'ils savent qu'il y a eu des hypothèses et tout. Le collègue là qu'on a envoyé, c'est Michel Mitov, si vous voyez, c'est le gars qui est en train de regarder, parce que moi ça passait pas pour aller à... Donc c'est un collègue physicien qu'on a envoyé, et je veux dire, manifestement, en discutant avec les gens savent qu'il y a des solutions pour expliquer le miracle. Mais après, bon, c'est dans la culture du lieu, c'est... Après, bon, je sais pas si tu as fait attention, mais ça m'a fait beaucoup rire intérieurement. Quand tu montres la photo du pape qui tient les ampoules, il fait quand même un doigt d'honneur. Hein. Je sais pas si tu as vu sur la photo, mais... Vérifie, regarde. Non, ce qui était marrant, c'est qu'il le faisait au mois de mars, quoi. Oui, au sujet de statues qui pleurent, on a aussi un phénomène qui a été expliqué. C'était un champignon qui dégradait le bois et qui, à l'image par exemple des coprins, si vous connaissez les coprins, et qui produisait donc un liquide. Mais pour les communs des mortels, c'était un miracle. Oui, bah, il y a pas mal de... Par exemple, au niveau des champignons, ça se fait aussi sur... Il y a des hosties qui soi-disant ont saigné. Bon, mais c'est pareil, c'est des colorants, enfin, il y a des naturels, hein. Et ça peut se produire dans une boulangerie ou un truc comme ça. Il se trouve que là, ça s'est produit sur une hostie à Bolsena. C'est devenu un miracle entre guillemets. Et c'est vrai, il y a plein de phénomènes, disons, naturels. Et quand ils se produisent, ça étonne toujours. C'est toujours assez extraordinaire. Hein. Quand un phénomène improbable se produit, on a tendance à dire, ouais, c'est fabuleux, c'est miraculeux, etc. C'est le cas aussi Micro. C'est le cas aussi de l'ergot du seigle. Qui produit un puissant toxique, une alcaloïde toxique, et ce qui fait qu'on a accusé des sorcières, les fameuses sorcières de Salem, de sorcellerie, alors que les gens avaient mangé du pain ça s'est produit en France aussi. Hein. Oui, bien sûr, et qui produit des phénomènes hallucinogènes. Ouais. C'est de la dihydroergotamine, donc qui est fixée sur l'ergot de seigle. C'est grosso modo, c'est comme du LSD. Ah ben, le LSD est sorti de là. Oui, ben, c'est comme ça qu'ils l'ont synthétisé. De chaque côté de l'empreinte du corps, qu'est-ce que c'est de chaque côté? Est-ce que c'est des empreintes? Est-ce que c'est des dessins?
Ah non, oui, qu'est-ce que c'est ce que tu vois, c'est le résultat des brûlures. En 1532, il y a un incendie, il était tout plié, hein, c'est pour ça que tout est symétrique. Donc il était plié, il était dans un reliquaire, le reliquaire en argent a fondu, et les gouttes ont traversé les 12, il était replié, les 12 épaisseurs. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est tout bien régulier. Et les traces qu'on voit, c'est des trous hein, dans le suaire qui sont des brûlures. Et après, il y a des taches, c'est des taches d'eau. Et il y avait eu, maintenant c'est ouvert carrément, mais sinon ça avait été réparé par les Clarisses. Et du coup, elles avaient fait de la broderie en quelque sorte, et ça faisait un peu plus régulier. Et ça a été enlevé récemment, je crois que c'est en 2008, ça a été enlevé, donc c'est des trous. Mais c'est vrai que ça fait symétrique, on se demande ce que c'est, et c'est des résidus de l'incendie. Et les marques, il y a des roussissures aussi, même si c'est pas troué, il y a des endroits où ça a été brûlé, là on voit comme des triangles, et après c'est les roussissures. Oui, je voudrais savoir que lorsqu'il y a une exposition du suaire à Turin, ou une ostension, n'est-ce pas, est-ce que la bulle du pape qui établit la vérité est affichée? Et par extension, dans la chapelle du Saint-Suaire qui est au bout du cours Salia. Ah ben là, risque pas, hein, parce que chaque année à cette chapelle, ils font une conférence et qui prône l'authenticité du suaire de Turin. Elle célèbre le passage justement du suaire à Nice, hein, elle n'a pas été faite à ce moment-là, pas en 1536, mais elle célèbre ce passage. Mais non, pour eux, c'est l'authenticité. Hein. Merci. Oui, pour ceux qui sont intéressés, hein, au bout du cours Salia, directement en remontant sur la gauche, vous avez la chapelle du Saint-Suaire. Des questions? Non. Avez-vous étudié le phénomène des stigmates? Pas spécifiquement. De Padre Pio, par exemple, vous voulez parler, ou un truc comme ça? Oui, à mon avis, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Hein. Padre Pio, c'est lui qui se les faisait, quoi. Donc, avec de l'acide. Après, non, nous, le principe, c'est... il y a un peu, parce qu'on est physicien essentiellement, il n'y a pas que des physiciens qui font de la zététique, mais ça a démarré comme ça, et donc on est vraiment pour pouvoir faire des expériences directement, quoi. Donc c'est comme quand on nous parle d'arrêter par exemple les brûlures, les barreurs de feu, tout ça. On dit ok c'est bien, mais nous pour faire la manip, on ne va pas prendre un fer à repasser, brûler quelqu'un pour voir si après ça marche. Donc là c'est pareil pour les stigmates et tout. Il faut qu'on puisse enquêter. Donc si Padre Pio il avait été toujours vivant, ok on aurait enquêté volontiers, mais sinon on ne peut pas essayer de reproduire, quoi. Mais c'est un des sujets intéressants. Il faisait de la lévitation et tout, hein. Ah oui, soi-disant, il y avait même des bombardiers américains qui avaient vu Padre Pio en train de léviter, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas bombardé le village où il est né. Ah ouais, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres anecdotes comme ça? À propos des rois thaumaturges, les rois qui avaient le pouvoir de guérir. Les rois de France et les rois d'Angleterre avaient par définition le droit de guérir un certain nombre de maladies, notamment les écrouelles. Il y a un roi, je ne me rappelle plus quel numéro c'est, un roi d'Angleterre, il avait changé un petit peu la devise. Quand il faisait l'imposition, il disait Dieu te bénisse et te donne plus de bon sens. Et il ne les touchait pas, hein. Je précise, hein. Il y avait les toubibs du roi, les médecins du roi qui étaient à côté, c'est eux qui étaient chargés de ça, lui il faisait le geste, mais déjà les gens étaient triés avant, hein, parce qu'ils avaient une obole, ceux qui venaient pour le toucher des écrouelles. Il y a des historiens qui se sont penchés sur le problème. Alors les écrouelles, il faut savoir, sont des ulcères, mais qui sont causés par une malnutrition, enfin des déficits dans le régime alimentaire, et aggravés par le manque d'hygiène. Et ça touche plus particulièrement les mendiants, les pauvres-types, les ouvriers agricoles. Et lorsque le sacre du roi, en France en tout cas, en Angleterre, je l'ignore, mais c'est pratiqué aussi, lorsque on préparait le sacre, on allait chercher dans la campagne des misérables qu'on nourrissait et qu'on, comment dirais-je, traitait bien. Alors ils avaient encore leurs écrouelles lorsque le roi les touchait, et miracle, semble-t-il, quelques temps plus tard, ça disparaissait, quoi.
Bon, après ça, quand il repartait de campagne... Ah oui, mais de tout temps, hein, je veux dire, quand on parle du suaire, il y a des médaillons qui ont été retrouvés, ont été même retrouvés dans la Seine, que c'est un hasard miraculeux d'arriver à le retrouver. Et c'est des médaillons qui étaient donc vendus aux pèlerins et qui représentent carrément le Saint-Suaire. Il y a vraiment tout le côté commercial, quoi. Vous allez à Lourdes, c'est pareil, hein, j'avais des diapos sur Lourdes aussi, quand on voit le commerce. Alors ils s'organisent parce que 15 jours c'est cette rue qui est comme ça, montante, 15 jours c'est l'autre et tout, parce que sinon on s'épuise le portefeuille au fur et à mesure qu'on achète, et donc il y a des magasins qui n'auraient pas suffisamment, donc il y a une inversion du sens de... ouais, c'est ahurissant. Au sujet des écrouelles, on sait qu'il y a des plantes qui étaient utilisées par les mendiants justement pour entretenir les blessures. Et c'est connu, il suffit de regarder les manuels de botanique. Il y a des plantes particulières qui sont là pour entretenir les blessures. Comme il y a une petite obole à la clé, ça peut se comprendre. Bien, alors, on vous remercie et puis on vous dit... Merci.